Bon, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue au Cercle de Flore. Je fais tout de suite l'annonce traditionnelle. Le prochain Cercle de Flore sera le 10 avril avec Nicolas Mirkovic sur le thème Kosovo-Ukraine, les nouvelles guerres impériales des Américains en Europe. Samuel, nous allons vous voyez, ça fait plus pro. Et puis ici, le tutoiement républicain n'est pas très apprécié. Samuel Pruvot, vous êtes né en 1969, après un passage en Hippocagne à Chaptal, dont on se souvient que Madame Trévidic avait pour seul mérite de dire que la troisième partie d'une disserte était comme la troisième personne de la Trinité. Vous êtes passé à l'Institut des hautes études politiques de Paris, dont vous êtes diplômé, et vous êtes ensuite orienté vers le journalisme, orientation que vous aviez mariée providentiellement avec une vraie conversion au Christ qui s'est faite dans l'ombre de la basilique de Montmartre. Votre premier ouvrage, alors que vous êtes journaliste, je crois, à France Catholique, avec Gérard Leclerc, qui est bien connu de cette maison, est un hommage à ce passage à Montmartre, puisque c'est une biographie de Monseigneur Charles, aux éditions du Cerf. Monseigneur Charles que tout le monde ne connaît pas, mais dont je cite régulièrement à la com la phrase disant « La politique de la main tendue est une question de force du poignet ». En 2009, vous publiez aux éditions Salvator Flagrant délit d'espérance, puis avec Frédéric Aymard, enquête sur, non pas la monarchie, ça avait déjà été fait ici, mais enquête sur la nouvelle évangélisation au Sarment. En 2013, François Hollande, Dieu et la République, c'est un peu la raison de votre présence ici. Et en 2015, toujours chez Salvator, Peau-Rouge, livre témoignage de votre maladie, dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure. Et en préparation, petit scoop, un Sarko et Dieu, en 2016. Vous êtes actuellement rédacteur en chef de Famille chrétienne. Donc votre présence, comme je disais, n'est pas un hasard, car tout ce qui est politique nous intéresse à l'AF. Et depuis les manifs pour tous, le printemps français, comme le soulignait l'abbé de Tanoirne, nous avons assisté à au moins une victoire, non pas le retrait de la loi Taubira, mais celle du retour, peut-être, des catholiques en politique, ce qui n'était pas arrivé depuis au moins 150 ans. À l'AF, tout ce qui est politique donc, nous intéresse, et même si le maître de maison a attendu son lit de mort pour, par un alexandrin célèbre, entendre quelqu'un avec un grand U venir, l'alliance du trône et de l'autel est au cœur de l'idée d'une restauration française, quelle qu'elle soit. Alors ce réveil est-il un feu de paille, condamné à se noyer dans un sens peu commun, ou un FN très gai un combat retardateur de nostalgique ou au contraire un mouvement de fond, un mai 68 à l'envers? C'est un peu le sujet de ce débat ce soir. Pour répondre à ces interrogations, qui nous intéressent vraiment à l'AF, Aloysia d'abord vous interrogera donc sur la partie médiatique, comment on concilie à l'heure actuelle les médias, la foi, l'efficacité d'un journaliste catholique. Et puis ensuite, Louis vous interrogera sur les questions plus politiques. Je rappelle donc, en conclusion, c'est un peu des leitmotifs que je fais à chaque fois, mais je rappelle que le Cercle de Flore a pour but de promouvoir le beau, le bien et le vrai, et quelque part donc de transmettre une espérance à la France. Vous êtes donc ici, plus que bienvenue. Alors, bonsoir Monsieur Pruvot. Alors, en premier lieu, j'aimerais revenir un peu sur votre carrière en fait de journaliste. Est-ce que c'était donc un choix de se tourner vers un média catholique ou est-ce que ça relève d'une intention totalement fortuite, un hasard? C'est un peu les deux. Moi, j'ai commencé dans la publicité. Et puis, comme Arnaud l'a rappelé, il se trouve les circonstances, plutôt, enfin je crois la Providence, a fait que je suis redevenu catholique. Et donc pour moi, le Christ était le centre de ma vie tout court. Et puis j'avais quelques passions professionnelles, dont le journalisme, mais je n'avais pas trouvé de point de chute. Et en fait, quand j'étais dans la pub, c'était pas loin d'ici, c'était rue Cambon, j'ai eu l'opportunité d'être invité à passer chez France Catholique.
Et donc au départ, j'ai eu une seule réticence et je me disais, le journaliste, c'est un vrai métier, c'est une passion, mais c'est un vrai métier. Est-ce que ça sera du vrai journalisme ? Ou ça sera juste en fait un journalisme de paroisse avec des moyens un peu misérables. Et quand j'ai compris que intellectuellement c'était une grande tradition, ça remonte. Alors c'est plus jeune que l'Action française, mais 1924, c'est quand même pas mal, hein, France catholique. Et puis avec des personnalités comme Gérard Leclerc, bon, c'est quand même pas du journalisme pour analphabète. Et donc une fois que j'ai eu les garanties que professionnellement c'était viable. Eh bien, je suis passé donc de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la publicité au journalisme. Et la question du catholicisme ne s'est pas posée, puisqu'en fait, j'ai eu la chance d'être invité dans un organe de presse qui n'a finalement qu'une seule ligne, c'est tout ce qui est catholique est nôtre. Et en fait, le catholicisme est capable de rembrasser un certain nombre de choses, alors certes pas des virus, mais est capable d'embrasser des paradoxes qui pour le monde sont impossibles à faire vivre ensemble, quoi. Comme l'eau et le feu, enfin bon, voilà. Et voilà pourquoi je me suis retrouvé dans le journalisme. Et donc, à cet égard, comment considérez-vous le traitement de l'information aujourd'hui ? Parce que vous écrivez à propos de votre ouvrage Peau-Rouge, le combat spirituel, je découvre les vertus de la lenteur, de la patience et finalement de la victoire finale. Donc ces vertus sont éminemment catholiques et sont-elles compatibles avec ce métier de journaliste, donc comme vous le disiez, au sein d'une société où finalement l'actualité est fondée sur la vitesse, où on préfère souvent l'exclusivité à la vérité ? Vous avez raison, parce que c'est le climat général, c'est l'ambiance, donc c'est très difficile de ramer à contre-courant. On peut toujours voir sur la Seine un petit canoë, kayak qui veut aller dans l'autre sens, mais toutes les grosses péniches vont dans le même sens. Et c'est vrai que paradoxalement, cette maladie que j'ai chopée, une maladie auto-immune, comme elle a donné un coup d'arrêt à mes activités, ça m'a permis de considérer autrement le journalisme. J'aurais pu dire, maintenant, moi j'étais responsable du service actualité, et donc du web, donc c'était non seulement un hebdo toutes les semaines, mais tous les jours. Et je me suis demandé tout simplement, est-ce que mon job était fini ? Et en fait, non, j'ai découvert qu'il y avait d'autres aspects de ce métier que je connaissais beaucoup plus mal. Par exemple, les enquêtes au long cours. En fait, c'est la Rolls-Royce du journalisme, c'est ce dont je bénéficie aujourd'hui. Et là, je trouve que c'est providentiel, c'est d'être capable d'avoir la chance d'avoir 2 ou 3 mois pour faire une enquête. Par exemple, là, je sors d'une enquête de 3 mois sur la franc-maçonnerie. Mais c'est passionnant d'avoir qui est payé ici 3 mois pour faire des enquêtes avec... alors j'ai un synopsis, je fais pas n'importe quoi, mais j'ai carte blanche sur un synopsis que je donne et je vais rencontrer des gens, je travaille, je vais voir des archives, je cherche des documents inédits. Et ça aussi, c'est une forme de journalisme. Et donc la question n'est pas de savoir est-ce que au Carlton, c'était des gros cochons et est-ce qu'il y avait 7 francs-maçons ou il y en avait 17, c'est peut-être intéressant. Mais là, une enquête de fond, c'est de dire, mais finalement, est-ce que la franc-maçonnerie elle existe toujours ? Si oui, où ? Quel est son réel pouvoir dans la fabrication des lois ? Et puis, quelle est la différence entre les francs-maçons qui veulent le pouvoir et qui veulent fabriquer les lois, et puis ceux qui croient tout le temps aux trucs gnostiques, ésotériques, où on passe du 1er au 77e niveau. Et ça, c'est impossible à faire dans l'urgence. C'est strictement impossible de faire ça comme on peut commenter un crash d'avion, comme on peut. On ne peut pas faire une enquête sur la franc-maçonnerie en 3 heures, c'est impossible. Et en tant que catholique, chez les francs-maçons, comment on arrive à s'intégrer ? En fait, je pense que je ne vous décevrai pas ici. C'est pas possible de s'intégrer, en fait. Alors on va dire, alors les catholiques, finalement, qui ouvrent toujours les bras, finalement, ils ferment quand même la porte à certaines personnes. Non, la porte est toujours ouverte, mais c'est comme dans l'amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir. Le jour où j'ai épousé ma femme, j'ai décidé qu'elle était formidable et que je renonçais à toutes les autres. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Jésus-Christ. Quand on embrasse Jésus-Christ, quand on adhère à Jésus-Christ, il y a un certain nombre d'autres choses qui ne sont plus possibles. Et en fait, je ne vais pas vous faire le résumé de la fine pointe de l'enquête. En fait, le drame de la maçonnerie, je ne parle pas du Grand Orient, qui a plutôt une visée politique ou politicienne, mais de la Grande Loge de France et d'autres, c'est qu'il y a une quête avec le salut par le savoir, et donc vous entrez dans une pièce, vous trouvez une porte, vous franchissez à nouveau cette porte, et en fait, le propre de la maçonnerie, c'est une démarche d'ailleurs qui n'est pas complètement nulle, de quête, sauf que le propre de cette quête, c'est qu'elle ne peut pas finir.
Et que chacun y trouve quelque chose, mais ça ne sera pas forcément la même si vous mettez le même nom. Et ce que vous ne trouverez jamais, c'est la présence réelle, c'est-à-dire pour le coup, ce que les catholiques savent, c'est que Jésus-Christ vient à nous vraiment. Ça, c'est pas possible. On a éventuellement un peu de divinité diluée, comme on met du sirop dans de l'eau. Alors c'est plus ou moins dilué la divinité, mais vous n'avez jamais une essence de parfum, quoi, la divinité qui vous... Voilà. Et ça, c'est un peu dramatique. En tant que rédacteur en chef d'un journal catholique, on est confronté à des choix, notamment en regard des différentes positions que peut prendre l'Église. J'ai en tête un article d'un média internet, La Vie, qui est catholique et qui a récemment titré sur Monseigneur Williamson. Richard Williamson sort du phénomène catholique traditionnaliste. Il devient le leader d'un groupuscule dissident. Que pensez-vous de ce genre de prise de position par rapport à des postures un peu en dehors des sentiers battus de l'Église, si je puis dire? Alors, en fait, famille chrétienne, c'est assez... c'est tellement simple qu'on n'y pense plus. On veut être de vrais journalistes, donc faire des enquêtes, vérifier nos infos, etc. Mais par rapport à l'Église, on a une position filiale. C'est-à-dire que nous sommes fils et filles de l'Église. Et si ça dérange, il faut tout simplement pas venir bosser à famille chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on laisse notre cerveau au vestiaire en se disant comme le pape l'a dit ou les évêques l'ont dit, on n'a qu'à juste être au garde à vous. Cependant, on a toujours une attitude filiale, se disant que ces paroles, d'une manière ou d'une autre, sont sans doute inspirées par Dieu lui-même. Donc, au lieu de râler et de dire c'est vraiment des nouilles, ou c'est des vieux schnocks, ou il faudrait qu'ils changent leur logiciel, on se dit, si quelque part cette inspiration vient de Dieu, il faut faire un effort de réflexion pour voir en quoi ça peut être sensé, quoi. Et quant à l'hebdomadaire La Vie, ils ont une ligne justement différente. Cette question d'être filiale vis-à-vis de l'Église, c'est pas leur ligne, c'est pas leur tradition. Et sur le même Williamson, sur Monseigneur Williamson, ils avaient traité à l'époque des affaires là. C'était genre, il y avait une photo de Williamson et c'est qu'il s'en aille. Ce qui est extrêmement violent, parce que pour le coup, c'est toujours une déchirure quand justement l'Église perd un de ses fils. Et qui sommes-nous pour dire je te mets un coup de pied aux fesses? C'est-à-dire que on n'a pas quand même, nous simples et pauvres journalistes, le pouvoir de l'excommunier, quoi. Heureusement d'ailleurs. Donc, on aurait fait un drôle de ménage. Vous considérez tout de même ces figures de l'Église traditionnelle comme complémentaires dans cette Église chrétienne? Alors là, sur ce pauvre et cher Williamson, à titre personnel, je pense qu'il est raide dingue. Donc il y a une partie psychologique qui n'a rien à voir avec la foi et la théologie. Et puis, je pense que la difficulté, c'est qu'à un moment donné, si l'Église suppose un mystère filial, donc de filiation, de respect, d'obéissance, on peut être plus ou moins désobéissant. Mais à un moment donné, on ne peut pas complètement renverser la table. Et de dire finalement, j'aime l'Église catholique, mais le pape est un vieux schnock, il n'a rien dans la cervelle. J'aime l'Église catholique, mais tout ce qui reste aujourd'hui dans le credo a été dénaturé. J'aime l'Église catholique, mais en fait c'est tous des proto-francs-maçons. À ce moment-là, il faut simplement dire j'aime pas l'Église catholique et prendre acte que on n'a plus rien à faire ensemble. Et en fait, c'est ce que je trouve que c'est assez dramatique. C'est ce que, à mon avis, a fait Monseigneur Williamson, c'est qu'il a tiré la conclusion de son itinéraire. Et là aussi, je n'engage que moi, à titre personnel, je pense qu'il faudrait faire des chaînes de prière et de pénitence pour que Monseigneur Williamson, je m'en revienne dans le sein de l'Église. Et ça ne me choquerait pas, au contraire. Je serais le premier à pleurer de joie. Je pense qu'on ne serait pas très nombreux, mais c'est peut-être Arnaud du Royaume. À l'échelle plus politique, à quel choix sont confrontés les rédacteurs en chef? Je pense notamment sur des positions catholiques, je reste un peu sur cet axe, notamment par exemple le Front National, qui n'a pas été présent à l'Assemblée pour voter contre la loi sur l'IVG, sur l'avortement, pardon, et sur les questions de fin de vie. Quelle posture prend le rédacteur en chef de Famille chrétienne dans ces cas-là? C'est une très bonne question, c'est un peu délicat. Alors d'abord, un journal, c'est des lecteurs, c'est un lectorat, et c'est une ligne. Notre lectorat,
il va du MoDem au Front National, sachant qu'on en a quand même sans doute moins au MoDem et au Front National, et j'allais dire on en a plus au milieu, c'est un journal qu'on qualifierait, je sais pas, de droite ou de centre-droit. Mais c'est sûr qu'on a des lecteurs au MoDem et sûr qu'on en a au Front National. Donc l'idée, c'est toujours de faire attention de pas humilier ces lecteurs, quoi. Parce qu'ils ont droit de voter MoDem ou Front National, même si c'est pas notre vote. Ensuite, je reviens à ce côté de traçabilité, ça existe pour la viande bovine, c'est très bien, mais c'est hautement plus important intellectuellement. On se prétend un journal catholique, donc nous, notre critère ultime, ce ne sera pas Charles Maurras et encore moins Karl Marx, ça sera le magistère de l'Église catholique. Donc, sur des questions, par exemple, de bioéthique, ce qui nous intéressera, c'est en tant que journaliste de faire un travail de discernement, en disant c'est très intéressant, je prends un exemple qui est un peu polémique mais qui date un peu maintenant, mais en disant c'est très intéressant parce que le bureau du FN a voté à l'unanimité qu'il fallait abroger la loi Taubira et en même temps parmi les responsables on n'a pas vu des masses dans la rue. Donc nous journalistiquement on se dit ça paraît paradoxal. Parce que si vraiment ils sont contre la loi Taubira, pourquoi est-ce que politiquement ils semblent ne rien faire? Et puis après on a des débats au courrier des lecteurs, certains disent le Front National c'est le seul appareil qui veut réviser la loi Taubira. Ça c'est intéressant, puis on leur dit oui c'est intéressant, mais en même temps qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre? Puis il y a le off. Alors après moi je répète ce qu'on m'a dit, il y a des choses donc que je n'ai pas pu vérifier. Mais j'ai du off de très hauts responsables du Front National qui disent, bon, on leur dit à ces catholiques, on va abroger la loi Taubira, comme ça leur fait plaisir, mais d'une part, on n'en a rien à cirer, et de toute façon, si on en avait le pouvoir, on ne le ferait pas. Et donc voilà, et après on essaie de manager avec tout ça, et en même temps, pour terminer, pour Famille Chrétienne, là où il peut faire avancer le débat, c'est que, par exemple, dans La Croix, il y a quelques jours, il y avait Monseigneur Brunin qui était interrogé sur la politique, forcément, et on lui disait « Ah, le Front National, c'est très mal ». Alors il a répété « Le Front National, c'est très mal », mais il a dit « Attention, le Front National n'a pas l'apanage, n'a pas le monopole des trucs incompatibles avec l'Évangile. Il y en a au PS, c'est évident, il y en a pas mal aussi à l'UMP, en fait il y en a partout. Donc sous-entendu, il faut peut-être un peu tourner la page et arrêter de focaliser sur ce Front National en disant c'est des petits diables qui vont sortir de la boîte. En fait, il y a des diables un peu partout, quoi. Comment on évite la qualité de... Enfin, comment dire, dans ce siècle, en fait, de plus en plus déchristianisé, on a tendance à décrédibiliser tout média confessionnel. Comment est-ce qu'on évite l'image de bigoterie, entre guillemets, de ce type de presse ? Et ça, c'est une bonne question. Mais l'idée, c'est le côté du professionnalisme de la démarche. Par exemple, alors ça peut-être vous sembler un peu cucu, mais on se dit tiens, l'Église réfléchit sur l'écologie. Et on se dit l'écologie, c'est pas juste José Bové ou Nicolas Hulot. Puis on voit partout que Nicolas Hulot, il se dit tiens, c'est bien que le pape, il faudrait qu'il me soutienne dans mes trucs, etc. Parce qu'il a quand même un certain nombre de potes qui le like, etc. Et donc là, on va organiser, on a décidé de faire ça aujourd'hui, on va organiser un débat entre Nicolas Hulot et Monseigneur Ray, qui est l'évêque de Toulon-Fréjus, qui est assez dynamique, qui a réfléchi à l'écologie, qui fait des trucs un peu partout sur la planète sur le thème. Et pourquoi faire ? Professionnellement, c'est de montrer, attention, l'écologie, c'est pas juste un sujet du 20h sur France 2, c'est un vrai sujet et les catholiques peuvent s'en emparer, non pas pour le peindre avec les couleurs de la bigoterie, mais pour poser des questions que souvent on ne pose pas. Alors en l'occurrence, à Nicolas Hulot, on aimerait bien lui poser une question simple, c'est mais dans votre vision des choses, l'homme, il est à quel endroit dans l'écologie ? Est-ce que c'est un parasite de la planète ? Est-ce que c'est un compagnon de l'ours blanc, mais qu'il est aussi important que l'ours blanc ou un peu moins important que l'ours blanc ? Et ça, c'est des questions très importantes que souvent seuls les catholiques sont capables de poser parce que les autres n'y pensent pas ou n'y pensent pas ou ils ont oublié, quoi. Donc en somme, vous choisissez de prendre des sujets fédérateurs, donc comme l'écologie qui peut être fédérateur, et en termes de patrimoine qui est aussi un bon axe de fédération. C'est un très bon axe aussi, oui. Donc vous êtes un peu partisan de... C'est comme quand... Enfin, j'ai essayé de jouer au piano, mais j'ai jamais réussi, mais il y a plusieurs notes. Donc par exemple, la note du patrimoine, c'est très important parce que, pour le coup,
l'appétit pour le patrimoine est beaucoup plus large que la pratique religieuse. La pratique religieuse, malheureusement, pour l'instant, c'est 5%. Il faudrait le multiplier par 10, mais c'est 5% en gros, des catholiques pratiquants. Ceux qui sont attachés au patrimoine catholique au sens large, moi je pense pas à mon père qui ira pas à la messe le dimanche, même avec une Kalachnikov derrière la tête. Si on commence à casser l'église pour faire un McDonald's, là il sort et il casse la gueule à tout le monde. Donc c'est beaucoup plus large. Donc on peut tirer par exemple sur le patrimoine, mais on peut tirer aussi, sachant que vous êtes sensible dans votre tradition politique, au meilleur sens du terme, la subversion. C'est-à-dire qu'il faut prendre ce dont tout le monde parle, mais le retourner et le regarder par un côté que personne ne regarde. Et voilà, par exemple, pour l'écologie, je trouve que c'est intéressant parce que ça paraît un sujet un peu plan-plan. Et en fait, il y a des choses extrêmement importantes à dire. Et si on arrive à les dire en sortant de la sacristie, on se dira, mais t'as vu ce que Hulot a balancé dans la famille chrétienne? Il a dit, finalement, les catholiques sont quand même beaucoup moins cons que la plupart de la deep écologie, parce que moi j'ai été déçu. En fait, c'est ce qu'il pense aussi un peu, Hulot. Il a fait le tour 50 fois de l'écologie, et lui-même, je pense qu'il commence à être un peu usé dans son... Et donc, quand il écoute un pape ou il lit des textes des pères de l'Église, il se dit, mince, ça me donne un peu d'oxygène, quoi. Accrédité dans l'avion du pape, quelle attitude on adopte? On a surtout l'impression, ça va vous décevoir, mais on a vraiment l'impression d'être un petit garçon en fait. J'avais l'impression que j'étais comme quand j'étais gamin dans la cour de récréation et qu'ils étaient tous plus grands, que moi je m'amusais un peu parce que c'est une cour de récré, mais je n'osais pas quand même crier trop fort. Et puis ce qui est déconcertant, c'est que ça dépend des voyages, mais on est entre 50 et 80 journalistes. C'est pas, dans un avion, c'est pas énorme en fait. Parce qu'on est 3 par rangée, 3 plus 3. Et donc, à un moment donné, le rituel, c'est toujours la même chose. Il y a une fois que l'avion a décollé, que le truc est stabilisé, en l'occurrence, c'est le père Lombardi, je crois que c'est toujours le père Lombardi qui vient, il tire le petit rideau, et puis il y a le pape qui arrive, mais comme un simple voyageur. Alors, ça dépend où vous êtes. Comme moi, je suis un petit garçon, mais quand même, je magouille, c'est le propre du journaliste. Je suis souvent dans les premiers rangs, donc vous voyez le pape qui est en train de vous parler, qui est entre deux chaises, et puis qui répond à des questions. Alors, c'est pas une totale impro, parce que ce serait trop long, mais généralement, il y a une demi-douzaine de questions qui concernent le voyage. Moi, je me souviens notamment du voyage à Istanbul, en Turquie. C'était vraiment passionnant. Et vous le voyez répondre. Pour le coup, un pape n'improvise pas parce qu'il sait exactement ce qu'il veut dire. Mais il n'y a aucune note. Et ça, c'est intéressant parce que les questions des journalistes, elles sont toujours quand même un petit peu à double fond ou à triple fond. Et ça, c'est très émouvant. Et là aussi, je trouve que pour revenir à votre question là, sur les médias, ça serait tellement facile pour un pape de dire moi j'incarne le magistère, je vais quand même pas condescendre à répondre à ces questions de sans-cervelle de journalistes. Ils ont qu'à lire mes encycliques, ces cons-là. Non, le pape lui-même a la charité, la miséricorde de répondre aux questions des gens via les journalistes. Et je trouve que ça, c'est tout à l'honneur de l'Église catholique qui va dans la mêlée en disant si on va aller choper des âmes dans l'arène, et ben donc il faut descendre, mettre son casque et aller les chercher, quitte à prendre des coups. Justement, à l'égard des journalistes en général, à l'issue du printemps 2013, il y a eu énormément de gazettes catholiques ou de médias de réinformation catholiques qui se sont montés sur Internet. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Est-ce que c'est un phénomène très éphémère ou est-ce que ça va s'inscrire dans la durée et perdurer? Qu'en pensez-vous? Alors, ça c'est une question très vraie, c'est que c'est un feu de paille au sens où c'est comme une alchimie ces temps de manif, que ça soit à gauche ou à droite, on peut pas faire 10 ans de mai 68 ou 10 ans d'anti-mai 68. Donc c'est ça ce côté éphémère et le feu de paille. Et donc on peut le regretter en se disant c'est dommage que ça n'ait pas duré plus longtemps, que ça n'a pas été plus large, plus grand, etc. C'est possible. En revanche, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout éphémère, c'est les leitmotifs, les messages qui ont été passés et qui finissent toujours par imprimer. Parce que si on regarde ce qu'ont fait, je me permets de dire nos adversaires, du point de vue culturel, justement, la victoire de mai 68, c'est pas simplement d'avoir jeté des pavés et cramé des bagnoles. C'est assez éphémère. La vraie victoire de mai 68, c'est 30 ou 40 ans après,
d'avoir banalisé complètement un certain nombre de propositions qui étaient des propositions, pour le coup, complètement révolutionnaires, qui sont devenues aujourd'hui, en fait, non seulement des droits, mais la banalité même. On n'arrive même plus à penser en dehors du cadre de pensée de 68. Et ce que j'espère avec la Manif pour tous, par exemple, c'est que du point de vue métaculturel, elle a commencé à distiller des messages qui pourraient éventuellement devenir des leitmotifs dans 10 ans, dans 15 ans ou 20 ans. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que je trouve qu'un certain nombre des messages sont plutôt sympathiques de Manif pour tous, mais même si j'étais complètement cynique, et je mets la vérité de côté, qui aujourd'hui est capable de faire descendre des centaines de milliers de gens dans la rue, des bons citoyens, et d'essayer d'influencer sur le devenir politique de la France. En fait, dans ce désert, c'est aussi une chance. Enfin, pour le coup, pour les catholiques, c'est une chance. Ils ont un boulevard extraordinaire. Il ne faudra pas après qu'ils se plaignent en disant bah oui, on n'a pas voulu l'emprunter parce qu'on avait peur de se faire mal ou que c'était mal nettoyé. Là, il faut vraiment y aller à fond les ballons. Donc pour vous, la victoire culturelle est encore possible pour les catholiques ? Ah non, elle commence. C'est tout à fait possible, ouais. C'est tout à fait possible. En revanche, ça suppose un investissement. Là, je fais aussi une analogie, c'est pas la même chose. Quoique, quand on regarde, moi je suis historien de formation, quand on regarde le poids intellectuel, par exemple, de l'Action française, alors que l'on aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est un des axes intellectuel, c'est-à-dire on pensait pour ou contre l'Action française, c'est là où étaient les poètes, les littérateurs, les philosophes, les historiens. Et donc ça, c'est une victoire culturelle. C'est pas arrivé en 1 an, en 6 mois, mais ils ont su imposer un débat. Et ça, c'est une victoire culturelle. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les catholiques ou assimilés de le faire ? Rien, sinon peut-être un manque de travail et d'intelligence, mais ça, c'est parce qu'on deviendrait feignant, quoi, ou bête. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à... On va continuer sur la question des médias. Quel est le pouvoir d'influence d'un médium comme Famille Chrétienne ? Les journalistes se veulent des faiseurs d'opinion. On voit que le bourrage de crâne, le lavage de cerveau de la télé ou d'autres journaux grand public fonctionnent. Après les départementales, les résultats étaient commentés. Tout le monde a gobé que le Front National n'avait pas gagné, en fait. J'écoutais ça dans le métro le jour, parce que les gens regardaient la télévision. Les gens sont Charlie, etc. Est-ce que Famille Chrétienne a un pouvoir d'influence, au moins sur le monde catholique ? Alors sur le monde catholique, ça j'en suis vraiment convaincu. En revanche, après, au-delà, c'est plus difficile. Mais si on prend le monde catholique, les lecteurs, en fait, nous, on marche principalement sur abonnement. Donc il y a vraiment, on appelle ça, on est prescripteur. Par exemple, si on dit tiens, tel bouquin est intéressant, on va vraiment avoir une cote de confiance extraordinaire, et y compris dans la lecture des événements. Donc, par exemple, si jamais on veut nous faire croire que le synode pour la famille, c'était une révolution, parce qu'il y avait des vieux papis cardinaux qui disaient qu'ils n'en avaient rien à cirer, des vieilles lois morales de l'Église, fallait tout foutre en l'air. Si on leur explique de manière un peu rationnelle que c'est quand même beaucoup plus subtil, que le pape, il a peut-être pas justement comme unique référent Karl Marx, mais Jésus-Christ, qu'il honore ses prédécesseurs, etc. Je pense sincèrement que l'on convainc assez facilement nos lecteurs, même si on n'a pas vocation à les convaincre tous, donc il y en a tout le temps du courrier du lecteur, etc. Mais le plus intéressant, c'est que je pense qu'à terme, on a une influence plus large que nos lecteurs qui sont plutôt franciliens, Versailles, Saint-Cloud, et que certaines choses qui nous tiennent à cœur, finalement, dépassent nos propres frontières. Par exemple, c'est un truc basique, hein, mais sur l'altérité sexuelle. Alors on va dire, oui, mais c'est parce que c'est famille chrétienne, c'est les vieilles familles BCBG de Versailles, ils pensent qu'il faut un papa, une maman, peut-être même encore des grands-parents, tout ça c'est ringard. Et en fait, nous, repassant par non seulement l'héritage biblique, mais la psychologie, etc., je pense que nos discours percutent beaucoup plus loin que notre base. Et que des gens qui pourraient avoir Famille Chrétienne dans les mains et qui sont, par exemple, des militants écolos, se diraient finalement, ils ne sont pas si cons que ça, quoi, qu'ils pourraient être touchés par ces arguments. Et je terminerai par un argument, par exemple, sur... moi, j'aime bien donc l'histoire, comme je suis historien. Je pourrais vous donner 2 exemples. À France catholique, par exemple, ça a été un des vecteurs
pas le seul bien sûr, mais un des vecteurs de faire connaître en France la résistance spirituelle qui venait de l'autre côté du mur de Berlin, avec des figures comme Solzhenitsyn, etc. Et donc plus personne aujourd'hui oserait dire mais c'était super à l'époque du mur de Berlin parce que de l'autre côté c'était un climat très sympa, collectiviste, de liberté, de franche camaraderie, voilà. Personne n'oserait dire ça, alors qu'avant, c'était quand même des genres de conneries qu'on entendait. Et de même, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait... je pensais à un autre exemple avec Famille Chrétienne. C'est un exemple aussi du passé, mais c'était à l'époque des années 70-80 sur les communautés nouvelles. Donc, dans les grands médias, c'était de dire l'Église catholique est morte, on va juste faire un grand cimetière ou éventuellement un musée. Comme ça fera... comme en Égypte, il y a des trucs, il y a les pyramides, puis ça fait venir les touristes. On fera des musées, des trucs catholiques, quoi. Et donc, quand au départ, Famille Chrétienne, dans les années 80, a parlé des communautés nouvelles, tout le monde pensait au départ que c'était une blague, ou que c'était des hippies qui fumaient des joints et puis qui se mettaient devant des icônes. Alors ces communautés nouvelles, elles ont eu aussi leurs difficultés, leurs épreuves, etc. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'oserait dire que le catholicisme en est resté à ses hoquets des années 70 et qu'après, rien ne s'est passé. Ou alors que Monseigneur Lefebvre se serait mis dans un placard et puis que les autres se seraient tous laissés pousser les cheveux jusqu'à ce que ça arrive au talon. On sait bien que l'histoire a continué. Et donc ça veut dire que des options d'un journal à l'instant T peuvent porter du fruit 10, 15 ou 20 ans après. Et pour le coup, là, on est vraiment loin de l'actu immédiate, mais je crois quand même à ces choses-là. Ça se passe comment, justement, le choix des options dans une conférence de rédaction? Vous vous engueulez vous déchirez, vous dites voilà, j'ai une vision à 50 ans et toi tu as une vision pour vendre le journal. Non, des choix commerciaux aussi à faire, non? Oui. Vous avez quand même perdu 40% de vos abonnés par une prise de position sur Medjugorje. Oui, mais ça fait longtemps, ça. Mais ça peut toujours arriver, bien sûr. Oui. Mais en fait, dans un journal, il y a un contrat tacite. C'est un peu comme dans un mouvement politique. Il y a une ligne. Alors la ligne, on peut la nourrir, la contester, mais il y a quand même une ligne. Donc par exemple, depuis toujours Famille Chrétienne, donc c'est filial vis-à-vis de l'Église. Et puis après, il y a plusieurs moyens d'être filial. Donc là, il y a une ligne qui a été élaborée. On y adhère ou on n'y adhère pas. Si on n'y adhère pas du tout, le plus simple c'est de se casser et d'aller travailler ailleurs, quoi. Non, mais si vous êtes gêné en conscience, dans notre métier ça s'appelle une clause de conscience, c'est-à-dire je suis dans un journal, la ligne a changé et je ne peux pas moralement m'y plier. Moi j'y suis toujours, c'est parce que j'arrive à faire de la godille entre ce que... Et de fait pour moi le plus important c'est ce côté filial vis-à-vis de l'Église. Après on trouvera, certains diront que c'est trop tradi, d'autres que c'est trop libéral. Ce qu'il faut quand même, ce que disait Peggy, c'est que quand on a des lecteurs... on peut en mécontenter un certain nombre, mais on ne peut pas tous les mécontenter à chaque fois. Donc par exemple, on fait un numéro et puis on explique que le modem c'est vraiment de la daube. Bon, c'est un risque pour les lecteurs qui sont au modem, mais on ne peut pas chaque numéro se fâcher avec les lecteurs du modem, du Front National, avec les tradis, avec les charismatiques, parce que tout simplement après on tue son propre journal, quoi. Mais la ligne, c'est un travail de... Le plus noble, bien sûr on débat, on n'est pas d'accord, etc., mais le plus noble, c'est un travail de discernement. Qui finalement, d'habitude, c'est quand même le job de l'Église, le discernement spirituel, de voir dans des mouvements qui nous dépassent et avec très peu de temps, qu'est-ce qui porte des facteurs d'espérance et d'avenir ou qu'est-ce qui est mortifère. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour cogiter, on est un hebdo, donc en fait, on a généralement 1 ou 2 jours pour prendre une décision et puis après, en espérant d'avoir pris la bonne et de la corriger si vraiment on se gourre trop. Par exemple, c'est important, c'est pas crucial, mais c'est quand même important, les départementales. Qu'est-ce que nous, on veut dire, qu'est-ce qu'on veut apporter du point de vue médiatique aux départementales? Arnaud Durium disait à juste titre, si c'est juste pour répéter comme les confrères qu'on avait dit que le FN serait devant, il n'est pas devant, donc finalement, tant pis pour lui. D'une part, on va répéter ce que disent les autres, et puis est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut apporter comme pierre à l'édifice? Et donc là, il faut trouver par exemple un angle où on prétend apporter quelque chose qui justifie notre existence. Parce qu'au final, c'est peut-être un truc de produit et de mode. Je ne sais pas s'il y en a qui bossent dans la mode ici ou dans les produits. Un produit est bon parce qu'il apporte quelque chose d'inimitable.
Donc en fait, Famille chrétienne est utile si c'est une publication qui apporte une note qui ne se retrouve pas ailleurs. Si on a un sous la croix ou un sous la vie, en fait, on va vivre très peu de temps parce qu'on ne sert à rien en fait. Et donc, je sais pas si ça... Justement, donc à l'issue des départementales, vous, à titre personnel, qu'en pensez-vous de ces résultats ? Alors, je vais vous dire, l'angle qu'on a choisi et qui ne me dérange pas non plus à titre personnel, moi, ce que je trouve fascinant, c'est le côté de recomposition accélérée du paysage politique. On voit qu'à droite, ça se recompose très vite, mais à gauche aussi, parce que le délitement s'accélère. Et notre question, c'est de savoir, dans cette recomposition, est-ce que cet électorat catholique ou catholique de culture a encore une importance ? Ça veut dire, est-ce que les appareils politiques se disent, bon, ça serait bien quand même d'avoir les ménagères, mais aussi les catho-pratiquants, ou est-ce qu'ils ont complètement rayé de la carte cette catégorie en disant, on fera plus d'efforts pour ces cons-là parce qu'ils sont pas assez nombreux ? Et est-ce que, du point de vue de l'émetteur catholique, est-ce qu'il est capable de renouveler le logiciel politique ? Sachant que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui puisqu'on est dans un grand désert. Et donc, moi, j'ai interrogé un peu entre guillemets, des ténors de chaque parti, mais qui sont un peu de nouvelle génération et qui pourraient peut-être demain avoir un peu de surface. Je ne sais pas pour les centristes, par exemple Fromentin, Wauquiez pour l'UMP, etc. Mais j'ai pas dit Marion Maréchal pour le FN, mais je leur ai pas dit... j'aurais dit que j'en ai interrogé d'autres parce que je suis pas complètement malhonnête, mais je leur ai pas dit qui. Et donc ils ne se sont pas entendus me répondre. Et moi j'ai entendu toutes les réponses et ils ont répondu, et aussi un socialiste qui est Potier, qui est un des cofondateurs d'Esprit Civique. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont des réponses convergentes en disant les catholiques c'est très important parce que justement c'est pas que les cathos pratiquants, c'est une bonne partie de la France, donc on peut pas faire un programme politique en humiliant ces gens-là. Et deuxièmement, dans le désert politique, dans le désert de la philosophie politique, du côté catholique, il y a beaucoup de choses en fait qui pourraient nous être utiles. Sauf qu'il y a un socialiste qui le dit, il y a une frontiste qui le dit, et donc finalement on retourne un peu la problématique au lieu de dire est-ce que nous, pauvres catholiques qui plafonnons en dessous des 5%, est-ce qu'on pourrait peut-être mendier pour qu'un parti politique ne nous prenne pas pour de vieux schnocks ? On retourne la problématique et c'est tous les appareils politiques qui disent de toute façon nous on n'a plus d'idées, on est au bout du rouleau, etc. Et ça serait quand même sympa que les catholiques viennent nous aider. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ce qu'ils m'ont dit. Ouais, je reviens quand même sur j'essaie d'imaginer comment se passe une conférence de rédaction qui peut être très différente de celle du journal de l'Action française, puisque nous on n'a pas de publicité, on n'a pas. En revanche, quelle est la part justement dans ce débat au sein de la conférence de rédaction de je veux augmenter ma part de marché et en même temps je veux transmettre le magistère de l'Église. Il y a un conflit là. Il y a un conflit qui est inhérent à toute publication, sauf que à Famille chrétienne on a la chance d'avoir en fait le capital de Famille chrétienne c'est Média Participation. Et derrière, c'est la famille Michelin, etc. Donc il y a l'idée que le journal maintenant ne produit plus à perte, mais il a produit à perte un certain nombre d'années. Et notre principal actionnaire, son idée, c'est que justement, il aime la Sainte Église catholique romaine et qui veut faire connaître en fait l'intelligence de ses prises de position. Donc ça, c'est l'axe. Donc ça veut dire s'il y a un conflit commercial en disant mais on ne peut pas perdre tel annonceur parce que ça serait une catastrophe, même si cet annonceur en fait vient d'inventer des pilules pour tuer les vieux, on va se dire mais c'est dommage, c'est un supermarché. On pourra dire à ce produit pharmaceutique, etc., on pourra perdre des sommes astronomiques si vraiment il y a une bonne raison. Et on ne sera pas... En fait, s'il y a un conflit, pour le coup, ça sera les idées et la rédaction qui gagnera du point de vue commercial. Et ça arrive très rarement, en fait. Et le pouvoir de l'actionnaire, la presse... L'actionnaire, en fait, il ne fait qu'une chose, il donne des sous et il se manifeste qu'en cas d'extrême gravité. C'est-à-dire si on fait une très grosse connerie. Par exemple ? Moi, par exemple, à une époque, je crois qu'il y avait des élections européennes, et si on disait qu'il y avait que les pro-européens ou que les anti-européens qui avaient raison. Parce que justement, il y avait tellement de débats à l'intérieur de la rédaction, il y en a qui voulaient faire, en gros,
que Bayrou ou les autres, je sais plus, De Villiers. Et donc, pour le coup, passer à la trappe 50 ou 60% de nos lecteurs. Et donc là, c'est les rares fois où il intervient en disant non, moi je veux entendre toutes les voix, etc. Mais c'est très rare, hein, s'il intervient une fois tous les 10 ans. En fait, vous êtes une presse libre. Ah, sincèrement, on fait partie de ceux qui ont le luxe d'être libre parce que justement, on n'est pas tenu. On est tenu par les idées, mais c'est des idées qu'on a choisi de défendre. Mais à part, en fait, par le magistère de l'Église, on est tenu par rien, quoi. Et nos lecteurs, bien sûr. S'ils nous lâchent, on est foutus. Et avant de passer aux questions de la salle, mais le fait de se présenter dans une enquête, par exemple, sur la franc-maçonnerie, bonjour, je suis journaliste à la Famille Chrétienne. Ça le fait pas du tout. Hein. Ouais, ça ouvre pas des portes. Non. C'est comme quand j'ai fait François Hollande, quand je suis journaliste, et quand je dis Famille Chrétienne, on vous rappelle. Ouais. Et puis ils rappellent jamais d'eux-mêmes. Hein. Mais en fait, généralement, quand on sort de notre milieu et qu'on leur montre... Ah oui, j'en ai pris, pas beaucoup, mais j'en ai pris un ou deux. En fait, ils voient que c'est un canard professionnel. Et puis on leur dit, vous savez, il y a 25 journalistes à la rédaction. 25, vous n'êtes pas deux. Je dis non, c'est... Ah bon, il y a 78 pages. Puis ils voient qu'il y a des vrais annonceurs. Et donc en fait, ils découvrent un monde qu'ils ignorent. Puis on leur dit, la moyenne d'âge de nos lecteurs, c'est 45 ans. C'est pas possible, voilà. Parce qu'ils savent quand même que le pèlerin, etc., ça serait plutôt 75. Donc en fait, ils découvrent un peu une petite Amérique. Et donc il y a quand même un certain respect. Et puis ils voient bien qu'on n'est pas tous des gogos, quoi. Et puis ils se rendent compte aussi qu'on peut avoir, même si c'est modeste, mais une certaine influence sur l'opinion. Et donc vaut mieux essayer, plutôt que de mépriser Famille Chrétienne, d'essayer de distiller certains messages. Et donc que ça soit sur François Hollande ou sur la franc-maçonnerie, par exemple, sur la franc-maçonnerie, j'étais très étonné que... Ah, j'ai oublié son nom. Il y a un vieux député qui est responsable de la fraternelle parlementaire. À mon avis, Famille Chrétienne, je suis désolé, c'est pas très poli ce que je dis, mais soit il les brûle, soit il se torche avec. Mais il m'a répondu, et finalement, comme c'est un type passionné, il a passé 1 heure avec moi au téléphone et il m'a dit des choses qu'il n'aurait pas dû me dire, en fait. Et qui sont très intéressantes, qui sont horribles. Mais par exemple, je lui disais, mais quand même, vous, la franc-maçonnerie, l'euthanasie, ça vous intéresse? Mais oui, depuis toujours. Je lui dis, mais François Hollande, en revanche, il veut pas employer le mot. Non, mais tout ça, c'est du baratin, ça veut dire exactement la même chose, c'est juste un habillage sémantique. Mais c'est extraordinaire, parce qu'en fait, il a révélé le fond du truc. Si moi je le dis, ça peut de valeur. Mais si c'est le président de la fraternelle parlementaire qui dit, voilà. Par exemple, il m'a dit des trucs qu'il n'aurait pas dû me dire. Ou alors c'est qu'il est gâteux. Il me dit, Valls avait fait un grand discours sur la laïcité au lendemain des attentats de Charlie, justement. Et juste en descendant, il va serrer la pince à qui? Au président de la fraternelle parlementaire, et il lui dit, est-ce que, alors en riant, mais il lui dit quand même, est-ce que ces discours a plu aux 3 points? Donc c'est intéressant parce qu'on va se dire, mais Valls, sincèrement, même s'il fait une blague, je veux dire, c'est un type qui est dans l'efficacité, Valls. Donc je suis pas sûr qu'il perde son temps à faire des blagues, surtout dans des époques aussi denses que C'est donc Valls a compris que c'était important dans la laïcité de jouer le code maçon. Et voilà. Et donc pour répondre à la question, c'est étonnant que des gens loin de notre base se prêtent quand même au jeu des questions. Et puis peut-être dernière chose, il y a quelque chose d'exotique. Ils sont catholiques, ils sont pratiquants, ils ont moins de 75 ans, ils sont pas en dépression nerveuse. Il faut qu'on les voit, quoi. C'est vraiment bizarre. Et de comprendre non, mais c'est vrai, hein, on nous regarde un peu comme des papillons exotiques. Si on compare, nous, AF, qui invitons des gens comme Robert Hue, qui passe à Radio Notre-Dame, mais qui finalement ne veut pas venir à l'AF, ou des gens très éloignés de nous, ou même plus proches, qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur des frontistes, par exemple, passeront plus facilement à la Famille Chrétienne, ou à Radio Notre-Dame. C'est-à-dire que vous êtes moins subversif. Non, c'est parce qu'on est dans un autre domaine. C'est-à-dire, je pense que la difficulté, c'est pas juste lié à l'action française, mais c'est qu'il y a quand même des champs qui sont différents et que c'est moins passionnel. Le champ religieux, même s'il est passionnel, est moins passionnel que le champ politique. Et qu'il y a une trouille bleue d'un certain nombre d'intelligentsia de se dire je veux absolument pas me maquer avec la droite et surtout pas avec une droite nationale, etc. Et avec les catholiques, il y a un jeu de dire d'une part c'est une catégorie religieuse, c'est de la spiritualité, et de toute façon
qui prendra la religion au sérieux? Enfin, en dehors, bien sûr, moi je la prends au sérieux, mais il y a l'idée un peu mondaine et fausse de dire, de toute façon, ce n'est que de la religion. Et donc on peut un peu en rigoler en disant, alors que l'Action française, à tort ou à raison, les gens vont pas rigoler parce qu'ils voient qu'il y a quand même derrière des idées et que c'est pas juste, enfin il y a des poètes parmi vous, mais c'est pas juste de la poésie, quoi. Il y a une idée, il y a un projet politique. Mais à mon avis, il devrait plus se méfier de Jésus-Christ que Charles Maurras, à mon humble avis. Hein, mais... Est-ce qu'il y a des questions de la salle sur la partie médiatique? Oui, en tant que journaliste et a fortiori en tant que journaliste catholique, je me demandais quel regard vous portiez sur ce que certains appellent la réinfosphère, animée tout particulièrement par des blogueurs assez militants ou partisans, parce que beaucoup y voient une alternative à la presse plus institutionnelle. Pour ma part, pour avoir justement la chance, en tant que demi-journaliste, on va dire, étant donné nos moyens, parce que je travaille ici, de parfois pouvoir suivre des sujets en creusant un peu, je me rends compte que c'est pas du tout fiable, quoi. Je me demandais quel regard vous portiez là-dessus, sur cette réinfosphère, et plus particulièrement évidemment sur la réinfosphère. Alors vous avez donné, me semble-t-il, une partie de la réponse. Enfin, le côté positif, c'est que c'est stimulant. C'est-à-dire que ce serait dommage de dire nous sommes journalistes, moi j'ai ma carte de presse, et donc je suis habilité à produire de l'information, et les autres ne sont pas habilités. Et donc en fait, il y a quand même un côté hyper stimulant de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas des confrères, parce qu'ils ne sont pas journalistes de profession, mais qui sont capables de sortir des sujets et des infos que nous, on n'a pas été capable de sortir. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Des angles, En revanche, ce que je reproche, alors je ne citerai pas des... Ce serait trop facile d'en citer, puis nous aussi on fait des erreurs. Mais ce que je reproche journalistiquement, c'est que ce monde de l'information n'a pas juste des codes, mais il y a des règles. C'est un petit peu comme la déontologie dans la médecine. Il y a des choses qui ne se font pas parce que c'est des choses qui sont dangereuses. Donc la première règle de base dans notre métier, c'est la vérification des infos. Et ce qui me gêne, c'est pas que des gens aient des idées assez fortes, radicales, mais c'est que ces idées soient tellement fortes et radicales qu'elles passent par-dessus l'élément de base de notre métier, qui est de dire qui a parlé, dans quelles circonstances cela a été prononcé, pourquoi, comment. C'est vraiment la base du métier. Et donc, je pense qu'une partie de cette réinformation est malheureusement tout simplement de la désinformation, parce qu'en termes d'information, c'est vraiment basique. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il ne va pas apprendre à marcher à cloche-pied, il va mettre un pas devant l'autre. Et pour faire de l'information, il faut d'abord vérifier ces infos, et c'est vrai que ces sites ont beaucoup moins de temps et de moyens que nous. Nous, on peut, sur un gros truc, on peut se mettre à 10 ou 15 pour savoir si vraiment ça a été dit et dans quelles circonstances. Et ces blogs n'ont pas forcément les moyens Et donc il y a le côté de stimulant, et qui nous fait un peu, qui nous donne un coup de vieux, quoi, et puis un coup de fouet. Et il y a le côté aussi parfois nous d'énervement, parce que il y a des infos qui tournent et qui sont pas vérifiées. Là, j'ai pas d'exemple, mais il n'y a pas une semaine qui passe où ça soit un petit peu rageant de voir que des infos circulent et que ces infos en fait sont de l'intox. Pas volontairement d'ailleurs forcément, hein, mais pris dans le... On veut, par exemple, si on veut absolument convaincre que M. Valls est une andouille, ce qui est possible, je comprends, mais autant chercher de bonnes infos, quoi, et de le plomber et d'aller l'épingler pour des choses vraies, plutôt que de lui créditer de choses horribles, mais qui sont pas en fait, qui sont pas justifiées, quoi. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais enfin, je sais pas si ça vous convient. J'ai l'impression de m'entendre parler, parce que je suis confronté. En fait, je suis dans un milieu où il y a des militants, et du coup, je suis convaincu qu'en fait, la presse d'opinion a une raison d'être aujourd'hui, justement en faisant un peu le travail de filtre que peuvent pas se faire. Et en fait, la presse d'opinion, elle doit être encore plus professionnelle que les autres. Finalement, oui. Moi, j'avais fait un mémoire au CELSA, à l'école de journalisme, sur un rapport assez curieux, mais entre La Croix et Libération sur l'affaire Williamson. Ils étaient absolument pas d'accord, bien sûr. Pour La Croix, Williamson, c'était embêtant, mais pour Libération, c'était le diable. Mais ils avaient chacun une démarche de vérification des sources, sauf quelques articles en plein cœur de l'affaire où les journalistes pétaient les plombs et ils parlaient avec leurs tripes. Mais c'est pas... quand on prend un journal, on veut aussi... Enfin, il me semble, on veut d'abord de l'info. Après, il y a une ligne. Hein. Mais si cette ligne, c'est comme si on bâtissait une maison sur du sable.
c'est pas parce que ça nous plaît. Enfin, je reprends un exemple, parce que ici je suis à l'Action française, mais si on dit mais Charles Maurras, il est super, mais c'est une opinion, pourquoi pas, il est super, mais j'espère qu'il y a des raisons pour lesquelles ce personnage est admirable ou pas admirable. C'est pas juste comme quelqu'un qui aimerait, je sais pas, le parfum à la pêche ou à la banane. C'est pas parce que il y a des raisons objectives. Et là, à mon avis, dans l'information, il faut être capable de donner ces raisons objectives. Sinon, eh bien, ces militants tourneront d'ailleurs toujours en rond et ils ne convaincront qu'eux-mêmes ou un tout petit cercle, quoi. Alors que, là j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais on peut convaincre très loin de notre base si on sort de vraies infos. Par exemple, c'est un truc qui a foiré chez nous, mais j'espère que ça marchera un jour. José Bové, par exemple, a pris plusieurs positions publiques contre la PMA et la GPA, en disant « je suis écologiste ». Pour moi, c'est impossible. On peut pas louer des ventes de femmes, etc. Ce qui, en fait, pour un écologiste, c'est vrai que ça paraît super cohérent. Notre devoir, c'est pas de dire regardez le gros moustachu comme il est méchant et que maintenant il revient en arrière. C'est de dire bah, regardez comme il est pas con comme cet écolo. Il réfléchit et puis voilà ce qu'il dit. Et puis comme par hasard, tiens, ça tombe pile poil avec le magistère de l'Église. Donc ça veut dire que finalement, même un José Bové est capable de comprendre ce que dit l'Église. Et donc on retourne la problématique. Et notre job, par exemple, c'est d'aller chercher José Bové. Et quand on lui avait demandé s'il voulait bien le parler dans Famille chrétienne, il ne nous a pas dit non, vous êtes des salauds de fachos. Il nous a dit c'est pourquoi faire. Je lui ai dit est-ce que vous êtes toujours d'accord pour dire publiquement que la PMA c'est merdique? Et il a dit oui. Ben, je me dis, je suis un peu vulgaire, mais là au moins il en a dans le slip. Et ben, on n'a pas pu le faire malheureusement. Mais ça, je trouve, c'est journalistique. Une autre question par rapport aux médias? Du côté des blogueurs? Le rouge et le noir, non. Alors, on a parlé des blogueurs, donc on va laisser la parole à un blogueur pour passer à la partie politique. Bonsoir, donc la partie un peu plus politique et on va parler un peu plus de votre livre. Donc vous avez décidé d'intituler votre ouvrage François Hollande, Dieu et la République. Alors tout de suite on voit qu'il y a un intrus normalement. À la limite vous aurez mis François Mitterrand, Dieu et la République, ça on aurait pu le comprendre parce qu'on sait que François Mitterrand avait un rapport à la religion assez ambigu. Enfin, il passait de longues discussions avec Monseigneur Lustiger, surtout sur la fin de sa vie. Peut-être qu'il avait des choses à se reprocher avant de partir, je sais pas. En revanche, François Hollande, c'est plus compliqué. Alors, votre livre fait moins de 200 pages, il y a en plus quelques images au milieu, c'est écrit gros, mais vous avez quand même réussi à approcher les 200 pages, donc finalement, vous avez trouvé des choses à dire. Et votre question, elle est justifiée parce que je vous disais tout à l'heure avant d'intervenir, j'ai galéré en fait pour trouver un éditeur, alors que François Hollande, bon, c'est vraiment un truc super à la mode, surtout quand on est en 2012-2013. La plupart des éditeurs que j'ai approchés m'ont dit c'est une idée sympa, mais c'est de la science-fiction. Parce que François Hollande et Dieu, le dossier il est vide, donc ne cherchez pas, vous trouverez rien. Et en fait ça m'a hyper motivé, parce que ça les journalistes sont souvent comme ça, quand on leur dit c'est pas possible, alors là ils foncent. C'était ça aussi les militants politiques, si on dit c'est impossible, à ce moment-là c'est ça qu'il faut faire. Et donc j'ai cherché un peu comme un malade auprès de son premier cercle, des militants politiques, de sa famille, etc., pour être vraiment sûr que cet homme, François Hollande, avait pu se construire dans une totale indifférence à la métaphysique. Et pour moi, j'ai du mal à concevoir ça, parce qu'il y a que les cloportes, et même les cloportes doivent avoir, j'espère, des sentiments métaphysiques. Enfin, c'est que j'exagère, quoi. Et en fait, quand on cherche, on voit que bien sûr que François Hollande a croisé à divers titres le catholicisme, et que justement l'intérêt du personnage, c'est pas que la question ne se pose pas, c'est pourquoi lui a-t-il décidé, malgré tout ce qu'il a reçu, de ne plus jamais se poser la question. Et c'est quand même différent, c'est pas dire il s'en fout, c'est-à-dire il a choisi d'enterrer très profond la question. Parce que cette question, il se l'est posée, il s'est posé cette question, et cette question, elle a été éveillée dans sa conscience de nombreuses fois et de nombreuses années. Et là, j'ai des tonnes forcément d'exemples, avant qu'il ait enterré la question. Alors, sans rentrer dans le détail du livre, parce qu'il faudrait aussi que les gens l'achètent et le lisent, est-ce que vous avez des exemples de sa formation, dans sa formation, dans sa jeunesse, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, quand même? L'exemple peut-être
l'exemple le plus probant, c'est qu'il était c'est à Rouen, c'est ça, chez les frères des écoles chrétiennes. Et c'était avant 68, donc les frères des écoles chrétiennes. Moi, j'ai un bon ami qui est frère des écoles chrétiennes, qui a gardé. C'est même pas la soutane, en fait, comment ça s'appelle, Arnaud ? C'est pas un surplis, c'est l'habit du XVIIe siècle, quoi. Donc ils l'ont gardé en Afrique, mais puis en France. Et ils étaient tous comme ça. C'est-à-dire que lui, il était avec des religieux. Ses frères. Le rabbin, c'est ça, c'est un rabbin blanc, exactement. Et ses frères, ils ont une tradition pédagogique qui remonte au XVIIe siècle, et ils ont un catholicisme social, mais bien avant le PS, le catholicisme social qui remonte quasiment avant la Révolution française. Donc ils sont très proches des milieux populaires, et ils sont en même temps très classiques dans leur foi. Et donc c'est intéressant de voir que François Hollande, pendant une petite dizaine d'années, il a baigné en fait dans ce milieu, donc il a reçu du point de vue de la formation intellectuelle tout ce qu'un catholique de son âge pouvait savoir, et il a fait, par exemple, au moment de Noël, etc., il allait distribuer des paniers aux pauvres, etc. Et ce que j'ai trouvé particulièrement dérangeant, voire peut-être minable, c'est que la biographie officielle de François Hollande, elle est faite par, je crois, Serge July. D'ailleurs, c'est bien écrit, c'est intéressant. Sauf que François Hollande laisse dire, ou lui aurait dit, que c'était des ivrognes, des gens qui battaient les élèves, qui avaient que des riches chez lui, dans ce bahut où il était, ou alors qu'ils avaient une tendance au AS. Donc moi, pour le coup, ça m'a tellement énervé que les frères de cette époque sont tous morts. En revanche, j'ai retrouvé des profs et je leur ai dit, ça c'est un travail journalistique. Est-ce que vous étiez tous au AS ? Il n'a absolument pas compris. Est-ce que les frères, ils tapaient sur les gamins ? Il y en a peut-être un qui était peut-être un peu plus nerveux, mais bien sûr que non. Est-ce que c'était que des gamins de riches ? Dommage, parce qu'il y avait un tiers de paysans qui parlaient que le patois et qui apprenaient le français. Et donc en fait ça permet de remettre une vérité dans un discours officiel. Et moi ce qui m'avait aussi choqué chez François Hollande, c'est que pendant sa campagne, il fait des choix, il a raison aussi de faire des choix. Mais quand il a été sur les lieux de son enfance, il a été au PMU où il allait prendre son café, il allait à l'endroit où il allait acheter le pain, ses pains au chocolat, etc. Et pourquoi pas, c'est sympa. Il est passé à 50 mètres de son école où il a passé une dizaine d'années. Il n'a rien fait. Il aurait pu s'arrêter en disant « j'ai vraiment un mauvais souvenir des frères », mais rien. Comme si cette volonté de rayer de la carte toute une partie de son existence. Sachant que sa mère, à qui il doit beaucoup, et ça il l'a dit publiquement et je pense qu'il a raison, il a tout pris de sa mère, sauf quelque chose qui était très important chez sa maman, qui était le catholicisme social. Ça aussi c'est un indice. Comment se fait-il qu'il se réclame toujours de sa mère, et pourquoi pas, mais pourquoi est-ce qu'il prend sa maman mais il enlève le moteur ? Parce que je pense que sans le catholicisme social, sans doute que sa mère aurait peut-être été beaucoup moins portée vers les autres. Enfin, j'imagine. Donc, est-ce pertinent, du coup, de faire le parallèle entre François Hollande et le petit père Combes ? Non, je pense pas, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour être le petit père Combes, parce que le petit père Combes, il est à la fois sur les chemins du sacerdoce, et puis après sur les chemins pour détruire l'Église catholique. François Hollande, en fait, il a pris ni le chemin du sacerdoce, ni le chemin de la destruction. Il a pris un autre chemin qui est un peu un chemin d'opportunisme, qui est de dire, bon, je vais me laisser porter un peu par le courant, et je vais aller là où ça va aller le plus vite. Au départ, justement, comme il ne savait pas quel courant prendre, dans le bouquin, je montre que ses premiers soutiens sont des soutiens issus du christianisme social. Jacques Delors, par exemple, et puis il a fait les transcourants avec son public, c'était d'abord en ce que nous on appellerait aujourd'hui des cathos de gauche. Et ce qui est étonnant, c'est que plus il avance dans sa carrière, plus il les laisse derrière, parce qu'il se dit c'est quand même un boulet que moi je porte l'étiquette catho de gauche, quoi. Et dès lors que Delors a pas marché dans son aventure présidentielle, c'est vrai qu'il l'a vite enterré, quoi. Mais c'est quand même bizarre que la première partie de sa carrière, c'est de l'histoire, il ne peut pas le gommer, ça a quand même duré 10 ou 15 ans. Il est pas catho de gauche, mais ses clients, c'est les cathos de gauche. Parce qu'en fait, être à gauche à l'époque sans être marxiste, à part les cathos de gauche qui étaient un peu perdus là-dedans, mais il y avait qu'eux qui étaient en trop socialistes sans être marxistes, quoi. Et du coup, est-ce que vous pensez que François Hollande fait toutes ces lois sociétales actuellement par conviction, par volonté de nuisance ou par pur cynisme et calcul politique ?
C'est une question qui est redoutable, mais je pense que dans tout ce que vous avancez, il y a un élément de vrai. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cynisme. C'est-à-dire que j'ai interrogé d'abord des témoins. Il y en a un qui est assez terrible parce qu'il le connaît très bien, c'est Jouillet, qui maintenant est à l'Élysée et qui lui a l'étiquette catho de gauche. Et à un moment donné, je lui disais, mais François Hollande, en fait, les questions sociétales, il n'a jamais été très militant. Il n'est jamais descendu dans la rue pour dire faut faire le mariage homosexuel. Enfin, c'était pas contre, mais c'était pas son truc. Et Jouillet m'a répondu une chose qui m'a fait prendre conscience de la nature de Hollande. Il m'a dit en fait, Hollande, c'est la social-démocratie. Et la social-démocratie, c'est une certaine idée du social et aussi du sociétal. Les deux vont de pair, c'est-à-dire dans la note du restaurant qu'on vous donne à la fin, il y a forcément des avancées sociétales. Vous ne pouvez pas juste dire « je vais concevoir un socialisme sans le marxisme », ce que je trouve à titre personnel quand même, finalement, c'est peut-être pas si bête que ça. Déjà, d'expurger le socialisme du marxisme, c'est déjà un bon travail. Mais en fait, ça ne peut pas marcher comme ça, parce que le propre de la social-démocratie, elle n'existe toujours que dans un progrès aussi sociétal. Donc, il n'est pas forcément militant, mais c'est le prix à payer. Et il y a certains sujets sur lesquels il a sans doute un contentieux sans être militant. Par exemple, le mariage. Là, je m'aventure dans des terres un peu difficiles à vérifier journalistiquement. Mais par exemple, on sait que, je ne sais pas pourquoi il est tombé amoureux de Ségolène Royal, mais je sais une chose, c'est qu'ils étaient tous les deux en stage à l'ENA et qu'ils sont tombés d'accord sur le fait qu'ils étaient traumatisés par leurs parents et surtout par le fait que leurs parents soient mariés. Et que leur expérience du mariage était tellement catastrophique à l'un et à l'autre que pour eux, l'horreur absolue, j'exagère à peine, c'était le mariage. Donc le fait de nombreuses années plus tard de se dire « tiens, finalement je vais torpiller le mariage », inconsciemment il doit se dire finalement c'est de bonne guerre parce que moi j'en ai un souvenir cuisant. De même avec l'euthanasie, l'euthanasie, il faut savoir que sa mère, justement, il vouait une adoration et ça peut tout à fait se comprendre, c'est plutôt à son honneur. Il détestait beaucoup son père, mais en tout cas, il admirait beaucoup sa mère. Et elle est décédée dans des conditions extrêmement difficiles, avec une agonie très longue. Et donc, pour le coup, le sujet de l'euthanasie, il y a vraiment, il est incandescent pour lui, en fait. Donc, c'est pour le coup, ce ne sera pas idéologique. Il ne va pas se dire, il ne va pas faire une réflexion sur la soi-disant mort dans la dignité, mais il y aura sans doute un écho personnel de sa propre existence. Et comme François Hollande est un type toujours caché, et tout est caché dans de 1000 replis, il ne le dira jamais. Donc il ne dira jamais qu'il y a une incidence entre l'euthanasie et la mort de sa maman. Il ne dira jamais qu'il y a une incidence entre la façon dont il est traumatisé par le mariage de ses parents et le mariage pour tous, par exemple. Mais c'est pourtant vrai. Alors que lui prenne les choses personnellement à cœur, c'est une chose, mais dans son entourage politique, dans son gouvernement, il n'y a personne pour lui dire que déjà c'est pas le rôle du gouvernement de statuer sur ces sujets. Et du coup on se pose vraiment la question, le bien commun a-t-il encore sa place, est-ce que le personnel politique se soucie encore du bien commun? Alors ça, le bien commun, c'est peut-être un souci de l'Action française, mais dans le bien commun tel que je pense que vous le concevez, non, je pense que c'est pas encore arrivé à la conscience de François Hollande et de d'autres politiques. En revanche, ils ont perdu, mais il y a une minorité autour de François Hollande qui lui a fait valoir l'inanité ou le danger de certaines idées, notamment du mariage pour tous. Moi, quelqu'un que je trouve assez... allez, je lâche le mot ici, pourtant c'est pas l'endroit où il faudrait le lâcher, mais assez admirable, c'est Bernard Poignant. C'est l'ancien maire de Quimper, qui est conseiller à l'Élysée, au-dessus, et qui est un ami de François Hollande. C'est pas un ami de 2012, c'est un ami depuis 30 ou 40 ans. Genre un peu... catho de gauche, mais enfin les meilleurs qu'on ait pu produire sur la planète catho de gauche. Et tout de suite, il lui a expliqué que le mariage pour tous, c'était très intrusif, que ça posait un problème quand même parce que ça bousculait la filiation, l'altérité sexuelle. Et je pense que François Hollande, il l'a écouté, puisqu'en plus c'est en qualité de conseiller. Mais le problème, c'est que François Hollande est d'abord un homme politique, comme les autres, donc il ne raisonnera d'abord qu'en termes de calcul. Et il s'est dit, j'imagine, il faut quand même que dans mon quinquennat, j'ai fait un truc
que j'ai au moins résisté, au moins que j'ai pu... Il y en a un qui a aboli la peine de mort, ben moi au moins j'aurais fait le mariage homo. Et je pense que... Parce que vous remarquez que c'est l'homme du consensus, qui est vrai, qu'il a cédé à peu près sur tout. Le seul truc, alors je ne parle pas des opérations extérieures, mais le seul truc à l'intérieur sur lequel il n'a pas cédé, c'est la question du mariage pour tous. Et ce qui me fait dire ça, c'est je mets un peu des choses off dans mon bouquin, qui ne sont pas vérifiables mais qui me semblent probables, et notamment je mets une rencontre entre le cardinal 23 et Hollande à l'Élysée. Et donc le cardinal 23 lui aurait dit à peu près ça, en disant oui mais quand même si vous faites le mariage pour tous, il y a une partie de votre électorat qui va faire la gueule, on pense quand même aux musulmans, c'est pas leur truc, etc. Et lui, il lui a pas répondu, Hollande, sur les musulmans, il lui a répondu sur les catholiques en disant, vous savez, il y a pour moi des électorats perdus, et donc je sais les résultats des catholiques qui ont voté pour Sarkozy, je sais plus, à 75-80%. De toute façon, pour moi, c'est un électorat perdu. Donc il lui a pas répondu sur les musulmans, mais sous-entendu, un politique, il fait des calculs. Perte, profit. Et il s'est dit... J'imagine, je le mets dans sa tête, même si, en fait, sans être un grand militant de la cause, il s'est dit, au moins il restera un truc de mon quinquennat, et au moins j'aurais prouvé à mes électeurs que j'étais quand même un mec de gauche, parce que j'ai fait le mariage homosexuel, et que j'ai réussi à faire un bras d'honneur à tous ces gens qui manifestaient dans la rue. Je ne sais pas si j'ai raison. C'est une hypothèse. Bon alors, a priori, les musulmans ne lui ont pas trop tenu rigueur, parce que je crois qu'aux élections départementales, ils étaient 85% à encore voter socialiste. Ah oui ? Oui, je crois qu'il y a eu un sondage là-dessus récemment. Alors, François Hollande et le gouvernement souhaitent une joyeuse Kippour aux juifs, souhaitent un bon ramadan aux musulmans. En revanche, pour Pâques et Noël, les cathos peuvent se brosser. Et du coup, on se pose la question, est-ce que c'est le gouvernement socialiste qui est anti-chrétien ou c'est le régime républicain tout simplement qui est anti-chrétien ? Là aussi, c'est une bonne question. Mais en fait, il y a un climat culturel qui fait que c'est un peu un problème de psychanalyse. Et c'est intéressant, François Hollande, parce qu'il est exactement dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il connaît tout le catholicisme, il a beaucoup reçu du catholicisme, et en fait, il fait comme si cela n'avait jamais existé. Il n'est même pas contre, en disant c'est honteux quand même que des gens comme puissent se permettre de jeûner pendant le carême, c'est une pratique barbare, médiévale. Il fait comme si ça n'existait pas. Il fait comme s'il n'y avait pas de pape, il fait comme s'il n'y avait pas de catho en France, il fait comme s'il n'y avait pas des églises dans chaque commune. Et c'est encore plus humiliant en fait. Et c'est une question qui n'est pas rationnelle. Parce que tout le monde sait que la France, sans jamais avoir été complètement chrétienne, mais enfin si on enlève le christianisme de l'histoire de France, c'est tout simplement plus l'histoire de France. Donc c'est pas rationnel. Donc il y a une sorte d'option. Moi, j'ai fait une hypothèse assez simple. Ça nous rapproche d'ailleurs un peu du point de vue de la chronologie de Maurras, ou à peu près. C'est l'époque du positivisme, avec un type comme Auguste Comte à la Sorbonne. Et c'est marrant parce que je pense que Hollande continue à fonctionner avec ce schéma-là. Auguste Comte, c'est de dire que la religion est un phénomène archaïque. En gros, l'homme de Cro-Magnon, forcément, il croyait en Dieu parce que c'était une brute. Et plus on avance, on passe de la religion à la philosophie, et puis après aux Lumières, et puis après l'homme s'émancipe. Et à la limite, pour François Hollande, il arrive à l'homme adulte et mature de la social-démocratie. Il ne croit plus en rien, etc. Il est le jouet d'Apple ou je ne sais pas quoi, et là, c'est l'homme parfait. Voilà. J'exagère, mais... Et donc, dans ce schéma-là, le fait que la religion existe encore dans l'espace public, c'est une incompréhension totale. Que les catholiques puissent faire des petits et puissent manifester dans la rue, pour Hollande, c'était... Je suis sûr que c'est un choc énorme, non pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le mariage, mais en se disant, mais d'où ils sortent ? Il a dû se dire, ils ont trouvé une potion magique, ils ont ressuscité du cimetière. Il ne comprend pas. Non, mais je pense qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Et il ne comprend pas non plus cette vigueur, non seulement démographique, mais aussi religieuse des musulmans de France. Parce que pour eux, pour les socialistes, avec les musulmans, l'idée c'est que les musulmans, en tant qu'immigrés, sont des forces supplétives de la gauche et sont très intéressantes, parce que ça fait partie des victimes à défendre. Mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent à leur religion, à leurs coutumes. Ils disent, mais c'est complètement archaïque. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas juste anti-chrétien. C'est-à-dire qu'il y a aussi une formidable incompréhension en fait du vrai monde, puisqu'on a décidé que l'homme
était un homme sans Dieu, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui s'intéressent encore à la métaphysique aujourd'hui ? Donc c'est même pas, vous voyez, c'est pas pour défendre Hollande, mais c'est pas juste qu'il est anti-chrétien. Ça serait beaucoup trop facile. S'il était anti-chrétien, eh bien, j'allais dire, on aurait la chance d'avoir des martyrs. Mais il est même pas juste anti-chrétien, c'est qu'il ne comprend pas le fait qu'il puisse y avoir, que la religion puisse surgir et ressurgir en fait dans l'espace public. Et pourtant, alors je vais essayer de pousser un peu plus loin. François Hollande a déclaré « On ne peut pas vraiment comprendre la République », enfin je paraphrase, mais en gros, on ne peut pas vraiment comprendre la République si on n'est pas passé par la franc-maçonnerie. Donc en fait, lui aussi, il est peut-être tenu par une autre religion finalement. Alors je suis pas sûr qu'il soit vraiment dans son histoire, je sais pas s'il a vraiment été initié, c'était dans une loge, etc. Qu'il soit proche des idées de la franc-maçonnerie, c'est une évidence, mais sans être franc-maçon lui-même. Mais je pense que la difficulté de François Hollande, c'est que par exemple, contrairement à Manuel Valls qui invoque la laïcité avec des accents qui font penser à la Troisième République, là, carrément c'est Jules Ferry ou peut-être le Père Combes, Hollande c'est la social-démocratie, hein, c'est pas trop tricolore et tout, c'est pépère comme truc, hein. C'est plutôt vous allez pouvoir vous acheter une bagnole en plus et un frigo, enfin il n'y a pas trop d'idées, il n'y a pas de mystique républicaine chez lui, chez François Hollande. Et la difficulté c'est que François Hollande est en train de se rendre compte, parce que il faut quand même avouer que c'est un homme qui est tout sauf bête. Le problème, c'est que on a beaucoup de mal ils ont beaucoup de mal à défendre la laïcité, parce qu'ils se rendent compte que la laïcité fait partie d'une histoire et que même le laïcisme n'aurait jamais pu exister sans le catholicisme. Et donc, si on veut réactiver la laïcité sans tenir compte de son terreau qui a été le catholicisme, en fait, c'est comme un frein sur une bagnole. On se dit bon, on va freiner. Ça ne freinera plus. Et donc la difficulté, c'est qu'il voit aussi qu'avec les musulmans, on leur parle d'un concept ou d'une chose qui est tout simplement exogène par rapport à l'univers mental. C'est pas qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont méchants. C'est comme si on proposait des esquimaux à des chameaux dans le désert. Je veux dire, c'est pas le même univers, quoi. Et donc, je pense qu'il y a une réflexion aujourd'hui de la gauche autour de la laïcité, même si publiquement ils ne l'avoueront pas. Mais se dire, est-ce que c'est possible très longtemps d'être schizophrène et de dire laïcité, et vous, toutes les religions à la sacristie, en particulier les catholiques. En fait, je pense qu'ils commencent à comprendre que ça va mal finir s'ils tiennent ce discours, en fait. Merci pour la transition, puisque justement je comptais aborder la loi de 1905. Ah, voilà. Alors, selon les chiffres non officiels, mais il y a à peu près 16 millions d'immigrés ou de personnes issues de l'immigration étrangère en France. La loi de 1905 a-t-elle encore un sens alors que nous sommes dans un processus d'islamisation galopante ? La difficulté, oui, c'est en tout cas, c'est la distinction je pense ici on a tous intégré, enfin qui nous est même naturel, c'est une évidence, on peut l'expliquer, mais pour nous c'est plutôt évident. La distinction entre le spirituel et le temporel, dans l'islam, elle existe guère, voire elle n'existe pas. Et de dire ça, c'est pas d'être islamophobe, c'est de tout simplement reconnaître leur tradition qui est fondamentalement différente en fait de la nôtre. Donc à ce titre, pour eux, la loi 1905, à mon avis, elle est difficile à avaler et à comprendre, et y compris la laïcité à la française. C'est une chose qui paraît peu compatible, en fait, tout simplement avec leur patrimoine, leur héritage. En revanche, il y a plusieurs façons de lire la loi 1905. Il y a une façon qui est intéressante, qui est de dire que la loi 1905, elle génère un certain nombre de problèmes, mais au moins elle reconnaît la liberté religieuse. C'est-à-dire que si les catholiques, pour la fête de Dieu, se disent « Tiens, nous on aime Jésus, on va défiler dans la rue », sauf que ça va pas être des pancartes de la CGT, mais ça va être notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la loi 1905. C'est de permettre... Parce qu'on dit « Mais non, c'est le contraire. Non, justement... » Non, la loi 1905, c'est de permettre aux gens de vivre la foi, leur foi, y compris publiquement, enfin dans les limites de la décence. Si on fait défiler tous tout nus en faisant pipi, bon, mais c'est pas ça le catholicisme, donc on ne gêne personne, quoi. Et ça, pour le coup, c'est peut-être une part de la loi 1905 qui a de l'avenir.
Parce que qu'on soit pro-musulman ou anti-musulman, on est obligé de se rendre compte qu'en France, le poids des religions, en particulier de l'islam, est de plus en plus énorme. Et on ne peut pas imaginer une politique qui fasse l'économie dans l'espace public de la dimension religieuse. Et donc ça, la loi 1905, elle est capable d'intégrer ça. Sauf que le discours qu'on entend souvent à gauche en ce moment avec Manuel Valls, c'est plutôt une laïcité de nos arrière-grands-pères qui aurait encore un peu des relents d'anticléricalisme, qui est de dire attention, religion, danger, religion, sacristie, verrouillée, domaine privé. Et ça ne pourra pas tellement tenir longtemps. C'est comme si dans votre maison, il y avait des fuites partout et que, je ne sais pas pourquoi je parle toujours de Manuel Valls, le pauvre, mais c'est comme si avec des petits mouchoirs, on essayait d'entourer tous les tuyaux percés. À un moment donné, tout va péter, tout va être mouillé et votre vieux système de laïcité, laïcisme sera complètement explosé, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à sauver de la loi 1905. Mais là, par exemple, je vais organiser un débat... alors je pense que c'est des noms qui vous parlent, et je suis très impatient de ce débat. C'est un débat sur l'islam et la République entre Paul Thibault, qui est l'ancien directeur de la revue Esprit, et Pierre Manant, qui est un philosophe, il fait de la philosophie politique, et ces deux, c'est pas des tout jeunes, hein, mais ils calent justement sur le problème conceptuel en disant l'islam pose un défi extraordinaire à la République. Est-ce qu'elle va être capable d'intégrer ce fait nouveau qu'elle n'avait pas pensé en 1905. Et que se passera-t-il si elle ne l'intègre pas ? Elle va tout simplement se désintégrer. C'est-à-dire que soit elle y arrive, soit tout le monde perd. Alors du coup, l'avenir de la France finalement, ne serait-ce pas plutôt une alliance de fait entre les religieux contre les laïcards ? Oui, ça c'est oui, ça serait peut-être un peu en... Et là, je cale un petit peu, je sais pas. Je suis partagé parce qu'il y a des... Sur les questions d'anthropologie, par exemple. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était minoritaire, mais il y a eu un certain nombre de musulmans qui ont défilé, par exemple, pendant la manif pour tous. Et ils étaient vraiment musulmans, les femmes étaient vraiment voilées, etc. Et ils étaient vraiment hostiles au projet. Alors après, ils n'ont pas pu ou su embarquer derrière eux des populations immenses. Moi, à titre personnel, je ne me vois pas lancer la pierre à un musulman qui me dit « Moi, je ne peux pas digérer le mariage pour tous ». J'ai envie de lui dire « Mais tu as bien raison, moi non plus, je ne digère pas ». En revanche, c'est une alliance ou un copinage qui peut se révéler dangereux parce qu'il y a un certain nombre de malentendus entre eux et nous. Donc par exemple, si on s'amuse à se dire, de toute façon, on a les mêmes idées, on a le même Dieu, là, il faut tout de suite faire stop parce que tout simplement, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on veut être méchant, c'est parce qu'il y a des malentendus. Et je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de faire la sainte alliance des barbus orthodoxes et des barbus pas orthodoxes et des barbus à la... C'est un peu... je pense que c'est un petit peu dangereux et je pense qu'un certain nombre de nos adversaires, entre guillemets, si on dramatise la situation, aimeraient bien justement que ces connexions se fassent. Pour dire, mais voyez, regardez, d'un côté, il y a la République éclairée, moderne, postmoderne, et de l'autre, tous les archaïsmes de l'action française au Hezbollah, tout ça finalement c'est des gens sans cervelle qui croient encore soit là ou au roi de France, etc. Tout ça, et donc il y aurait deux côtés, il y aurait le côté du progrès et le côté de la réaction. Et en tout cas, moi, je pense que le côté de la religion est absolument pas juste le côté de la réaction. C'est la vie éternelle est devant nous. C'est pas un vieux truc à conserver. Donc, j'avoue que sur cette question, moi, je cale. La réaction, c'est le trouage actif, c'est pas revenir en arrière. C'est la réaction, c'est le trouage actif de l'histoire, c'est pas revenir en arrière. Il y a deux formes de réaction. Oui. Réaction, c'est aussi très positif. Il faut savoir. Exact. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Non, vous avez raison, bien sûr, il y a une part active, bien sûr. Et je reviens un peu, donc on a déjà débroussaillé le terrain tout à l'heure, mais plus dans le côté médiatique. Mais le réveil des catholiques se fait aussi beaucoup en politique. Est-ce que vous croyez à des initiatives d'entrisme des catholiques dans le jeu des politiques ? On a vu par exemple une liste européenne Force Vie, il y a l'initiative Sens Commun. Est-ce que vous croyez à ces initiatives ou Alors, à titre
titre personnel, moi j'y crois, mais c'est un pari. Donc quand on parie, on ne gagne pas à chaque fois. J'y crois pour une raison assez simple, c'est qu'on ne peut pas prétendre, et c'est pas prendre le pouvoir, mais influencer la marche des lois, etc., sans en prendre les moyens. Donc soit on fait de la politique et on trouve les moyens au final d'influencer les lois et d'accéder à un certain pouvoir, pas juste pour avoir le pouvoir, mais pour l'exercer dans un certain sens. Soit on a des idées, mais on ne se donne pas les moyens qu'elles aient une implication politique. Donc que ça soit l'UMP au Front National et pourquoi pas au Front de Gauche, même si ça semble un peu exotique, c'est impératif que des catholiques soient formés pour faire... moi je crois aussi, et ça n'engage que moi, mais je crois beaucoup à la subversion, c'est-à-dire d'aller effectivement dans un corps étranger, voire ennemi, et essayer de lui inoculer des choses qu'il ne connaissait pas par lui-même. Mais c'est extrêmement dangereux parce que ça suppose de pouvoir rester soi-même dans un milieu un petit peu hostile, de se garder intègre au milieu. Mais après tout, pour un catholique, c'est vraiment la conduite de base, c'est de rester pur dans un monde obscur. C'est le b.a.-ba de l'évangile. Et jamais le Christ a dit « Attention, si vous ressortez de chez vous, c'est caca ». Non, il a dit au contraire, allez voir là, les prostituées, enfin, vous voyez, toutes les populations favorisées par le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment l'humanité la plus abîmée. Et donc, si on transcrit ça du point de vue politique, sincèrement, moi je crois beaucoup à ces initiatives. Pour l'instant, en fait, pourquoi est-ce qu'on est dubitatif ? C'est tellement microscopique et embryonnaire, et ben en fait, il y a certains catholiques, pas vous bien sûr, mais qui regardent en disant ils vont se planter, regardez, hop, 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 il est tombé, dommage, paf. La Christine Boutin est tombée, t'as vu, paf, elle est tombée, c'est normal, t'es pas assez intelligente. Et on en vient même peut-être, j'en connais certains qui rigolent en disant, Lyon, ils ont essayé, t'as vu comme ils se sont plantés. Moi, ça me fait pas du tout rire, parce que, du moins... Comme un catholique, je me dis de deux choses l'une. On a un trésor qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église. Soit on pense que c'est un trésor qui peut éclairer tous les hommes de bonne volonté. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour comprendre, par exemple, comme la PMA, c'est pas bête, c'est mal. Soit, en fait, on pense que c'est très bien, mais que ça doit rester entre nous. Et donc, le règne social du Christ, ça serait limité à chaque sacristie de paroisse. Eh bien, c'est pas possible. Soit le règne social du Christ, il faut commencer à le mettre en œuvre, soit il faut dire que ça sert à rien, et puis pour le coup, il faut brûler ces vieilles encycliques, en disant, non, mais ça on y croyait à l'époque, mais moi j'y crois toujours. Alors, moi personnellement, il y a un truc, et je pense qu'ici on est aussi nombreux à avoir été assez, peut-être pas choqués, mais au moins frustrés, que lors des manifs pour tous, nous n'ayons pas revendiqué clairement nos racines chrétiennes, notre engagement chrétien. Parce qu'en fait, finalement, on se mentait qu'à nous-mêmes, puisque nos adversaires politiques l'ont bien compris. Et, si les manifs étaient le dimanche après-midi, c'est que le dimanche matin, on était tous à la messe. Comment expliquez-vous cette stratégie de la manif pour tous d'occulter un petit peu ses racines? Est-ce que vous pensez premièrement que c'est une bonne stratégie, et est-ce que cette stratégie serait pas des vieux restes de la théorie de l'enfouissement des années 70-80 de l'Église? Alors c'est une question qui est vraiment difficile. Je suis presque sûr que c'est pas un reste d'enfouissement, parce que cette génération de Manif pour tous est justement une génération post-enfouissement et même post-Jean-Paul II en fait. Donc pour eux, le fait que l'Église puisse avoir sa place de manière visible et même ostensible, je pense que ça posait aucun problème pour le responsable de la Manif pour tous. En revanche, ce que j'ai compris de leur démarche qui peut être défendable, c'est de dire on n'a même pas besoin des lumières de la foi pour comprendre qu'un enfant va mieux vivre et mieux grandir grâce à un papa et une maman. C'est pas une donnée de la révélation, même si la révélation y aide, mais c'est quelque chose qui doit être accessible en fait à tout citoyen français, aux Français moyens. Parce que vous comprenez, dans un univers culturel hostile, ça serait trop facile de dire « Ah bah oui, mais c'est parce que c'est écrit dans votre Genèse, etc. Moi, j'en ai rien à cirer de la Genèse, donc voilà, moi ce que je pense, c'est que deux hommes seraient plus heureux ensemble, etc. » Excusez-moi, mais le philosophe Heckler a dit le spirituel a la préséance sur la nature, et ça peut être compris par des gens qui ne sont pas chrétiens. Il y a une hiérarchie
spirituel. Spirituel, c'est notre recherche sur la nature au sens le plus fort qu'écrase le plus faible. Donc je pense que là aussi, ça rejoint la question de notre... Il y a quand même le spirituel, catholique ou non, qui a préséance, le moteur. Alors en revanche, voilà, donc, il y a un côté du discours qui me semble défendable, c'est de dire dans la manif pour tous, il n'y a pas besoin d'être catholique, d'avoir lu toutes les encycliques pour comprendre qu'un papa et un maman, c'est c'est vraiment la base pour l'éducation d'un enfant. En revanche, et là pour le coup, je n'ai pas de réponse, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre quand on sait que, je sais pas, 70 ou 80% des militants ont une culture catholique ou sont des catholiques pratiquants. À titre personnel, ça va peut-être vous choquer, hein, mais bon, du point de vue de la nature, je comprends bien sûr qu'il y a 10 000 arguments, c'est les arguments qui portent. Mais pour moi, il y a cet argument fondamental qui fait que la révélation elle-même nous dit justement qu'il les a créés hommes et femmes. Et là, je vous rejoins, monsieur, pour moi, ça c'est l'argument ultime. Alors, la difficulté, c'est que du point de vue de la com, ils n'ont sans doute pas voulu se mettre à faire de l'évangélisation en disant « Attends, on va vous expliquer, le bon Dieu va vous éclairer ». Ils voulaient absolument se mettre sur un terrain de la nature, de la loi, etc. Et peut-être ont-ils jugé, moi j'étais pas dans le staff, que c'était trop dangereux d'aller sur ce terrain parce que c'était un terrain spirituel, de l'évangélisation, etc. Mais c'est vrai que la question se pose et elle va surtout se poser à l'avenir. Et qui a dit ça dans la nuit allemande, et c'est lui qui était à l'origine de l'Occident, et c'est bien une nuit aussi qu'on a, et ça n'empêche personne qui n'est pas catholique de rejoindre. Mais je veux dire, si on a aboli ça, si on a honte de dire, donc il y a un problème de légitimité derrière. Le spirituel est plus légitime que la nature, donc il y a quelque chose qui était légitime. Et c'est là. Non, je vois que ça reste. Ça reste. Pour tous, n'a pas osé faire ce pas. Excusez-moi. Et sinon, j'avais une autre question. Une question m'avait beaucoup taraudé pendant les manifs pour tous, et encore plus aux marches pour la vie. Où étaient nos évêques ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui arrivent. Hein, c'est un petit peu comme dans l'armée, je me tourne vers... On attend toujours les renforts. Mais oui. Là, en fait, il y en a quelques... Alors, ils ne sont pas tous arrivés, hein, mais il y a des éclaireurs qui sont arrivés. Et je pense sincèrement que c'est un effet de génération et que probablement, c'est une culture qui sera beaucoup plus facile pour la plupart des jeunes entrants, entre guillemets. Ils ne sont pas tous Monseigneur Hayet à Bayonne, mais on a réussi à cloner, entre guillemets, Monseigneur Hayet à Bayonne. Alors, ils ne sont pas encore 100, mais ils sont, je sais pas, ils sont 5, 10, ce qui est c'est déjà énorme, parce qu'il y a quelques années, c'était impensable, en fait. Là aussi, je comprends, on voudrait peut-être que ça aille plus vite, qu'on ait une culture peut-être plus anglo-saxonne ou à l'américaine, où les évêques marchent en tête, les fidèles derrière. Moi, je pense que c'est un effet de génération et que pour beaucoup d'évêques, ça va devenir naturel de se porter garant de combats qui sont à la fois anthropologiques et religieux. Mais pour plein de raisons dans la culture française, pour nos évêques, ça se fait pas, ne serait-ce que... Alors c'est vraiment pas une réflexion de haute philosophie, hein, mais dans la tête d'un évêque, il est pasteur. Et donc le maître mot, je suis un peu dur avec eux, mais c'est le consensus. Donc si jamais on fait quelque chose qui pourrait abîmer le consensus ou une note dissonante ou aller trop d'un sens et en faisant de la peine à ceux qui ont envie d'aller dans l'autre sens, c'est un tourment pour eux en fait. Parce qu'on va vous dire, nous on n'a rien à foutre du consensus, au contraire on tape dans la fourmilière. Mais non, mais pas pour un évêque, c'est ce qui déroge au consensus, pour un évêque, c'est vraiment, c'est l'horreur. Et il n'a pas complètement tort, parce que le propre d'un évêque, c'est pas de dire qui même me suivent, c'est essayer de perdre le moins de brebis possible. Alors peut-être pas de toutes les perdre non plus en disant rien du tout, hein, mais c'est ça je pense la difficulté. Mais que c'est un problème qui se réglera peut-être avec le temps. Merci pour ça. Il n'est pas sûr. Hein. Merci pour ces réponses éclairantes. Arnaud, si tu veux prendre le relais. Juste pour ne pas conclure, tout à l'heure on a parlé de l'absence du père par rapport à François Hollande, enfin de son problème conflictuel. Quand on regarde les djihadistes qui partent en Syrie, il y a aussi le problème du père. Est-ce que notre société post-libérale, le drame, c'est pas le père? Et en reliant ça à Camus,
dans L'homme révolté, l'assassinat de Louis XVI est peut-être à l'origine de tout ça, non ? Mais c'est vrai qu'il y a au moins un rapport entre Hollande et Sarkozy. C'est vraiment des hommes postmodernes. Ils sont pas issus de mai 68 au sens ils n'ont pas lancé l'un et l'autre des pavés, mais ils sont vraiment la quintessence de cette culture dans laquelle il y a un problème avec le référent de l'autorité, avec le référent paternel, avec la métaphysique. Et moi, j'ai pris une comparaison qu'on m'avait donnée, que je trouve très dure, mais très vraie avec François Hollande. C'est un personnage de Bernanos, que vous connaissez sans doute, qui est Monsieur Wynne. Et Monsieur Wynne, en fait, il fait l'expérience du vide. Et en fait, lui-même se regarde et il voit un vide vertigineux en lui-même. Et il se perd, il se décompose dans son propre vide. Alors c'est un petit peu dur, mais François Hollande, à mon avis, on est très naïf quand on dit « Oui, c'est un anticatholique, un anticlérical, il veut casser l'anthropologie ». Mais pas du tout. C'est cette sorte de vertige dramatique du vide qui est le vide, en fait, des postmodernes. Et donc, pour le coup, je pense que les catholiques feraient bien de mettre des parapets pour s'accrocher ou de remplir ce vide. Avant de conclure, une ou deux questions de la salle ? Bonsoir, moi je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux musulmans. Moi je pense qu'il y a un angle mort dans la pensée catholique, c'est la question identitaire. Pour l'instant, les catholiques politiquement ne sont identifiés que sur ce qu'on appelle les questions sociétales, avortement, euthanasie, mariage homosexuel. Seulement, comme vous le disiez très bien, les musulmans sont entièrement d'accord sur le sujet. Or, je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de Michel Houellebecq, Soumission, du moment que vous connaissez le pitch. Au final, d'ici une dizaine d'années... Non, j'ai lu. Très bien. D'ici une dizaine d'années, on se retrouve, politiquement, avec le Front National face à l'islam, avec les catholiques qui soutiennent le second. Est-ce que vous ne pensez pas, que le problème des catholiques, c'est justement d'être politiquement désincarnés, en somme, de ne pas avoir d'identité politique propre, et donc finalement de se retrouver systématiquement en position de harki ou uniquement de conscience morale de l'un ou l'autre camp politique. C'est vrai que là où les catholiques sont les meilleurs pour l'instant, c'est peut-être ces questions de résistance spirituelle qui sont pas mauvaises, parce que ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à l'objection de conscience demain, etc. Mais là où j'irais dans votre sens, c'est que pour l'instant, pour 1000 raisons, c'est très peu incarné, parce qu'on peut dire voilà les leitmotifs des catholiques, mais si on se dit mais finalement ils sont où ? Et ben là, on a l'impression, justement, même les journalistes et des grands médias les cherchent en disant mais où est-ce qu'on va les trouver ? Et on va les trouver à la messe, ce qui est très bien. Un catholique prie, à mon avis, c'est ce qu'il doit faire. Mais après, on voit pas trop ce qu'il fait d'autre, en fait. Alors qu'un catholique, c'est un citoyen et il a les mêmes problèmes que tous les autres Français. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop où les trouver. En même temps, imaginez qu'on les retrouve de manière beaucoup plus cohérente dans un mouvement politique, dans tel ou tel axe. Mais il y a quelque chose aussi qui me dérangerait, c'est qu'aucun parti, si dynamique soit-il, ne peut prétendre enfermer la vastitude, le souffle catholique, tout simplement parce que le catholicisme a traversé 21 siècles, parce qu'il a traversé toutes les nations, parce que c'est l'écho de l'infini, et donc aucun parti ou aucun mouvement, même s'il nous semble sympathique, et c'est beaucoup trop petit pour mettre le catholicisme dedans. Vous voyez ce que j'ai interrogé il y a quelques jours Marion Maréchal Le Pen, et j'ai trouvé assez sympathique sa réponse. Je lui disais justement, mais bon, du point de vue catholique, c'est pas évident d'être au Front National pour telle et telle raison. Mais elle me dit, mais attendez, vous n'avez pas fait de politique, c'est jamais évident pour personne d'être d'accord à 100% avec son parti. Moi, je suis au Front National, et je suis bien au Front National, mais il y a pas mal de trucs qui me dérangent, et on est tout le temps elle m'avait dit par dépit, après elle m'a fait corriger par défaut, dans un parti. Et je me suis dit, je trouve que c'est très honnête de sa part. Et chacun devrait être capable de dire pour son parti, bon bah, je suis là, mais je sais bien que c'est une cote mal taillée, quoi. Et il y a une formule théologique qui dit que pour un catholique, il faut éviter la politique du pire, mais il faut juste chercher le meilleur possible. Et c'est tout le temps... c'est tout le temps un compromis qui est un tout petit peu bancal. Il ne faut pas que ce soit un compromis sur l'essentiel, mais c'est quelque chose qui est toujours un petit peu bancal et qui sera forcément bancal dans l'attente du royaume de Dieu. Et là, qui sera solide, ce sera plus bancal. On pourra danser, faire bouger les tables et se renverseront plus. Mais dans ce monde, j'imagine pas non plus, pour répondre à votre question, de mettre les catholiques quelque part. Ils seront toujours à l'étroit. À propos de l'islam, est-ce qu'il n'y a pas parfois un jeu de manipulation du catholicisme par la manipulation de l'islam ?
et bizarrement même de manipulation du politique par la manipulation de la hiérarchie catholique. Je m'explique. Si vous regardez la guerre en Irak, donc il y a une déstabilisation de l'Irak par les États-Unis d'une façon très violente. 1 ou 2 ans après, vous avez la chute à la tête de l'église de Jean-Paul II, qui avait ses qualités ou ses défauts, mais qui était plutôt pacifiste, et le remplacement par Benoît XVI, qui est un peu plus anti-musulman au départ, mais qui du coup après devra faire des concessions une fois qu'Obama est arrivé au pouvoir. Vous regardez comment dire, un mouvement qui finalement a tourné vers l'islamisme, mais qui au départ était plutôt pacifique, qui est le printemps arabe. Après le printemps arabe, Benoît XVI a été piégé, il a dû béatifier tout de suite Jean-Paul II sans attendre, etc. Finalement, il a abandonné le pouvoir et ça a amené au pouvoir François. Or, si vous regardez Benoît XVI, quand Benoît XVI a été élu pape, il y a l'héritier naturel en France de Chirac qui aurait été... La question, c'est quoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à François Hollande, de même qu'une fois que le pape est un pape de droite, on peut avoir que Sarkozy élu au pouvoir au lieu de quelqu'un de plus modéré. Quand le pape quand le nouveau pape s'appelle François et est plutôt à gauche, c'est peut-être un peu compliqué pour quelqu'un qui s'appelle François Hollande, qui a beaucoup de catholiques dans son pays qui manifestent, de faire un pas en avant pour le catholicisme, parce qu'il a l'impression d'avoir une copie conforme à la tête de l'Église catholique. Alors, peut-être pour vous répondre, il y a eu une rencontre justement qui a été assez surréaliste entre les deux François, le François Hollande et le pape François, et normalement, si vous permettez cette expression, François Hollande, il kiffe le pape François, parce que c'est là quand même cœur à gauche, quoi. Et en fait, ça s'est objectivement quand même assez mal passé dans la série des rencontres. C'est sans doute une des plus glaciales entre un président de la République française et un pape. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est d'abord le pape François, il faisait un peu la tête. Alors peut-être parce qu'il avait mal digéré ce jour-là, mais objectivement, d'habitude, il est tout le temps souriant. Là, il faisait la tête, quoi. Et puis après, il y a quelque chose de très bizarre journalistiquement, parce qu'on essaie de trouver des faits, c'est que c'est très rare qu'il y ait deux communiqués de presse vraiment très différents, voire divergents. Celui du Saint-Siège et celui de la République française. Celui du Saint-Siège, c'est-à-dire on a parlé de tel et tel sujet, l'écologie, le social, etc. Et aussi les questions de société, le mariage homosexuel. Et celui de la République française, on a parlé du social, de l'écologie, etc. Et on était bien d'accord de nos convergences. Donc il y a toute une partie du discours qui a été éludée, comme si François Hollande et l'autre François n'avaient pas parlé des questions de société. Et c'est une évidence que ce sujet est venu sur la table. Et c'est à mon avis ça la force du catholicisme. Vous avez raison qu'entre Benoît XVI et le pape François, c'est pas exactement la même spiritualité. Il y en a qui est plutôt bénédictin, l'autre jésuite, il y en a peut-être qui a peut-être le cœur plus conservateur et l'autre moins. Mais en revanche, tous les deux, ils sont garants de la foi catholique. Donc, même si le pape François, il va pas le répéter en pitch tous les jours, on rigole pas avec le mariage homosexuel. Et c'est ce qu'il lui a dit les yeux dans les yeux à François Hollande. Et ce qui est étonnant, c'est que François Hollande, qui aurait dû bénéficier en fait d'un effet pape François, excusez-moi, je trouve qu'on a vu justement la différence entre un homme vraiment social qui, là, pendant le carême, a fait non pas enfermer, mais il a fait fermer la chapelle Sixtine pour mettre, je sais pas, 250 SDF et qu'il a été leur serrer la pince, etc., qu'il a installé des douches sur la place Saint-Pierre, etc. Ça, c'est du social, je veux dire, puis sans arrière-pensée, parce que c'est pas les SDF de Rome qui vont élire le pape. Et là, on a vu justement un socialiste un peu en défaut, parce qu'on a vu que son humanisme, il tournait un petit peu en rond, quoi. Pas me semble-t-il. Hein. Oui, mais disons justement, si la mère de François Hollande était dans le catholicisme social, c'est peut-être un peu plus difficile pour lui de gérer si le pape est un pape ouvertement social. C'est un peu vrai aussi, je pense que exactement. Selon certains, à l'époque où il était évêque en Amérique du Sud, avait été un peu manipulé par les services américains pour déstabiliser la présidente. Non mais sans doute, vous avez raison sur ce point. Ça aurait été plus facile s'il avait pu dire « Oh là là, c'est Benoît XVI, c'est un vieux pape allemand, un vieux schnock conservateur. » Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile avec le pape François qu'on ne peut pas du tout attaquer sous cet angle. Et c'est vrai en tout cas,
je trouve qu'il a été profondément déstabilisé. Et si vous pouvez revoir ces images, il y a des vidéos, il y a aussi des photos. Ces deux hommes qui se rencontrent, on a l'impression que c'est deux planètes qui se croisent par défaut et que vraiment, pour le coup, le contact est très difficile à établir. J'aimerais revenir et rebondir sur la question de Jean-Louis, et notamment sur la question d'un catholicisme, et de la question identitaire en France. Est-ce que les catholiques n'ont pas tout simplement du mal à se positionner sur ces questions au vu des positions officielles alors non pas de l'Église, mais des dirigeants de l'Église, notamment le pape François avec ses discours sur Lampedusa, ou encore Monseigneur Ponty qui parle d'accueil des migrants, là encore récemment à Lourdes. Est-ce que tout simplement, les dirigeants actuels de l'Église ne confondent pas universalisme du message de l'Évangile avec être citoyen du monde? C'est un peu vrai qu'il y a une culture épiscopale un peu des années 70, et entre nous, cette culture, elle est en train de passer, parce que c'est un peu la culture avec les pantalons en pas de def. Enfin, ici, personne n'en porte, donc ça devient un petit peu obsolète. Cependant, ce que je trouve la force de l'Église catholique, c'est qu'elle sera capable de défendre, entre guillemets, l'embryon, mais aussi l'immigré. Alors pas dans toutes les circonstances, mais elle est capable de se porter garante de populations qui généralement sont dans des cases différentes. Par exemple, il y aura des partis qui seront pour ou contre l'euro, pour ou contre l'immigré, entre guillemets. L'Église est capable d'avoir une certaine universalité. Mais à la limite, je pense qu'un parti n'en est pas capable, et c'est tout à fait normal, parce qu'il doit faire des choix. Mais l'Église, elle n'a pas de choix à faire, sinon le choix de bousculer les consciences. Et quand le pape, je pense, moi, à juste titre, nous dit en gros, est-ce que ça peut nous faire rire? Bien sûr que non. Sourire, encore moins. Que des centaines de personnes régulièrement se noient dans notre mer commune qu'est la Méditerranée, il a raison de le dire. En revanche, a-t-il jamais une seule fois remis en cause tout le magistère des papes précédents, qui consiste aussi à dire qu'il est légitime pour un État de gérer ses frontières, et qu'un État n'est pas capable de l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Il tient deux choses qui sont très difficiles à tenir, mais ça serait à mon avis un peu malhonnête de dire le pape François, de toute façon, il s'en fout, il est pape, il est religieux, il a dit on ouvre toutes les frontières, et puis Raspail a raison, on va être envahi, puis ça va être cool, ça va être l'évangile. C'est pas du tout ce que dit le pape François. Le pape François, me semble-t-il, sur un point très précis, nous dit... Enfin, moi, je le traduirai avec mes mots, je ne suis pas du tout dans sa tête et je ne suis pas du tout dans le secret des dieux. Mais il nous dit, moi je comprends ça comme ça, à nous, vieux occidentaux, qui sommes en train de crever dans notre confort et dans notre obsession de savoir si on a une retraite, est-ce que vous avez encore des yeux et une cervelle pour comprendre qu'il y a des gens qui, bien sûr, par illusion, mais frappent à la porte de votre monde parce qu'ils sont en train de crever de l'autre côté? Le problème, c'est bien sûr qu'ils n'ont pas d'avenir chez nous, ni économique, ni humain. Mais je pense que c'est plutôt ça que dit le pape François. Et en cela, je terminerai par là, mais je pense que l'Action française, c'est obligé que vous compreniez ça. Il y a une tradition qui s'appelle le catholicisme social, qui dépasse de loin la gauche et aussi la droite, mais qui historiquement est né à droite. Et pour moi, le grand malheur de la droite aujourd'hui, c'est qu'elle a zappé un pan immense de son histoire, qu'est le catholicisme social. Qui, dans ce pays, a fait les premières lois sociales? C'est pas la gauche, ce sont... exact, et vous avez tout à fait raison, cherchez le mot. C'est les milieux légitimistes. Et il se trouve que pour 1000 raisons, cette chose a été occultée et s'est perdue. Et moi, je pense à titre personnel, qu'une droite qui n'est pas fer de lance sur cette dimension sociale, c'est une droite qui est un peu qui est amputée et qui aura du mal à aller très loin. Et donc que le pape soit
en colère que des gens, c'est pas qu'ils, c'est les gens ils vont mal, c'est que les gens ils meurent, ils sont noyés. Et ben je trouve que non seulement il est dans la droite ligne de l'Évangile, et qu'à la limite, si les gens étaient vraiment de droite, ils devraient justement le mettre, le coller. On devrait faire des affiches en disant je suis de droite et je trouve dégueu que des frères meurent noyés à Lampedusa, quoi. J'exagère. Hein. Pour ne pas conclure, donc je rappelle que les 2 livres sont en vente dans l'entrée à la librairie Flore. Je vous rappelle que donc, le 10 avril, nous recevons Nicolas Mirkovic, qu'il n'y aura pas tout à l'heure de cocktail parce que nous sommes vendredi de carême et nous sommes déjà rentrés dans le temps de la Passion, donc ce serait un peu absurde. Les 2 dernières questions qu'on a posées à Zemmour, c'est un peu du tac au tac, hein, il faut répondre, à Zemmour, à Millet et à Oberton. Quelle est votre espérance politique pour la France de demain ? Là aussi, je cale. Enfin, sincèrement, enfin, du point de vue catholique, je mets mon espérance. Moi, j'attends le retour de Jésus-Christ. Et puis, j'espère que pour mon pays, ça aille le moins mal possible. Mais je ne crois pas du tout en un Messie du point de vue politique. Je n'y crois plus. Et la dernière question, celle que Pivot posait à ses invités, quand vous rencontrerez Dieu, qu'est-ce que vous attendez qu'il vous dise ? Je te pardonne. Merci.